On a un chapiteau de 60 mètres qui s'est écroulé avec toute notre scéno en dessous, tout le matos. De toute façon, c'est de show must go on, tu peux pas t'arrêter, donc il faut trouver des solutions. Quand tu vas au cirque, il y a un présentateur qui s'appelle Monsieur Loyal. Et en fait, à un moment, j'ai dit non, mais il y en a marre des monsieur tout le temps. Bah non, ce sera Madame Loyal. Ça fait combien de chiffres au total, votre aventure ? Sur l'année d'avant, je crois qu'on était à 8 millions. Il y en a sur lesquels tu perds de l'argent ? Oui. C'est des choix aussi. Il y en a certains qu'on a dû annuler. Si on voit qu'on court à la catastrophe, vaut mieux perdre 30 000 de frais engagés plutôt que 300 000. C'est jamais des décisions qui sont faciles à prendre, mais il faut savoir s'arrêter. Aujourd'hui, ça rassemble des arts forains, les arts circassiens et en même temps des gros noms de la scène électro-techno. Mais c'est surtout un voyage immersif. Donc tu viens pour faire quelque chose au départ, mais tu repars avec plein d'autres souvenirs. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour rendre encore plus fou l'expérience et aller toujours plus loin, tu vois. On a tous rêvé, un jour, d'ouvrir un hôtel, un resto, un bar, un club, et pourquoi pas même un festival. Avec mon partenaire Red Bull, on a décidé de vous proposer des épisodes hors série de Génération Do It Yourself avec des entrepreneurs qui se sont lancés dans ce domaine. Comme d'habitude, on va essayer de déconstruire les méthodes de ces entrepreneurs qui ont réussi à transformer ces endroits en des lieux mythiques pour se retrouver et faire la fête. Notre objectif avec Red Bull, c'est de vous proposer des méthodes applicables à tous les business et de s'inspirer de parcours de personnalités singulières et hautes en couleur. Je suis certain que ça va vous plaire. Je suis aussi certain que vous avez des potes qui rêvent de se lancer dans ces univers. Donc faites-leur un cadeau et partagez-leur cet épisode. J'aimerais sincèrement remercier Red Bull de nous accompagner sur cette série d'épisodes et de nous donner des ailes pour aller toujours plus loin. Salut! Salut Sarah, ça va? T'es bien installée? Tout va bien. Tout va bien? Et toi, tu vas bien? Ouais, je vais bien, je suis en pleine forme. C'est calme ici par rapport à ce que tu fais habituellement, non? Ah ouais, c'est reposant. On va faire une séance de méditation. Attends, mais déjà, tu me dis que tu reviens de vacances, quoi. Je suis surpris parce que t'es en tes premières vacances depuis 4 ans. Les premières, sans ordi, sans ouvrir de mail, sans répondre au téléphone. J'ai même mis du mode avion, ce qui n'arrive pas. Ouais. Diable. Parce que toi, tu fais depuis quelques années... Alors visiblement, t'es quand même un peu entrepreneur dans le sang. Hein. J'ai l'impression que tu t'es picousé à ça très jeune, mais depuis quelques années, t'es dans le festival qui est en train de partir dans l'espace, en fait. Les festivals, tu vas m'expliquer un peu tout ça. Mais t'as commencé par... C'était quoi ta première entreprise ? Ça a été de faire de la production et de la régie bar pour d'autres festivals. Ok. Et c'est comme ça qu'est venu le goût vraiment de ensuite la direction, l'exploitation et puis la création petit à petit, quoi. En commençant par un petit métier et de voir tous les corps de métier, la ramification et enfin waouh. En fait, on peut tout faire. Ok. En diguant quelque part, j'ai eu l'impression que tu avais quand même d'autres sociétés maintenant. Mais tu vas me raconter un peu, tu vas me dire. Et tu vas m'expliquer d'où vient tout ça. Aujourd'hui, ton principal festival, on va dire, parce qu'il y a des activités un peu autour, j'ai l'impression, c'est Madame Loyal, qui se démultiplie un peu comme des petits pains. Tu peux m'expliquer tout ça juste après, si tu veux bien te présenter toi-même? C'est dur de se présenter. Bah ouais, c'est pour ça que je commence tout de suite dans le vif. Non, mais c'est sympa parce que j'aime avoir la manière dont mes invités se perçoivent ou veulent se projeter, en tout cas. Mais du coup, je m'appelle Sarah, enchantée. Je sais pas pourquoi je vais dire mon âge, mais comme on se présente, j'ai 31 ans. Voilà, j'habite à Montreuil. J'ai l'impression de faire la rentrée des classes. C'est un 1er septembre, c'est un peu ça. Bonjour Sarah. Non, bah écoute, je suis cofondatrice du festival Madame Loyal, du festival Sonora, qui lui est un peu plus récent. J'ai aussi une société de production générale à destination des autres organismes, que ce soit des entreprises ou des rassemblements grand public, donc des festivals. Je suis aussi actionnaire d'une société de nettoyage industriel. Ça, j'ai entendu parler. Ouais. Ça m'a fait bugger à un moment. Ouais, okay. C'est Vase Communicant du coup. Okay. Hein, donc, quand on fait un événement, on a besoin de grands nettoyages. Donc voilà. Et c'est à peu près tout pour l'instant. À 31 ans, c'est pas mal. C'est pas mal. T'as commencé tout ça à quel âge ? Je suis tombée dedans quand j'étais petite, hein, quand même. J'ai commencé à travailler, à faire des trucs à droite à gauche et à devenir vraiment accro à ce sentiment d'aller faire quelque chose, de revenir vers 14 ans. Et ensuite, c'est vraiment en parallèle de mes études à 18-19 ans que je suis tombée dans le milieu festif du festival. Et à 20 ans, j'ai arrêté mes études et je suis partie là-dedans, quoi, 100%. Incroyable. T'as fait tes premiers festivals à 14 ans ? Il se peut que potentiellement, je sortais déjà vers 13-14 ans. Ouais. Ok. Ouais. Je suis devenue accro très vite
très vite à ça. François, il y a un truc... L'âge de ma fille. Je ne devrais pas le dire à mes parents. On va s'empresser de leur envoyer cet épisode. Très bien, j'ai emmené ma fille à Solidays, moi, cette année, en effet, à 13 ans. Ouais. C'est une super initiative. Ouais, c'est pas mal. Mais bon, là, ce que tu me dis, elle s'empressait toujours de s'éloigner de moi, tu vois, le plus loin possible. Mais dans un festival à 13 ans, tu te dis, on va quand même un peu la regarder. Cool, c'est intéressant. Et c'est quoi aujourd'hui, Madame Loyal ? Madame Loyal, aujourd'hui, c'est la fête foraine électronique itinérante. En France, mais pas que. C'est à peu près entre 10 et 15 dates par an, sur le rythme de 2023, 2024, 2025. On était uniquement basé à Paris. En 2023, on a décidé d'ouvrir et de partir en tournée. Donc, c'est là que le concept d'itinérance s'est développé. Aujourd'hui, ça rassemble des arts forains, les arts circassiens, et en même temps des gros noms de la scène électro-techno. Mais c'est surtout un voyage immersif. C'est là-dessus qu'on a voulu jouer et qu'on a voulu créer. Et en fait, tu viens voir des DJ, mais en fait, après, j'ai déjà des gens qui m'ont dit « je suis venue voir tel artiste ». En fait, je ne l'ai pas vu et j'ai passé 8 heures en dehors des scènes. Juste à droite, à gauche, à me balader, à me promener et à faire des manèges et d'autres choses. Donc, tu viens pour faire quelque chose au départ, mais tu repars avec plein d'autres souvenirs et c'est un peu ça, quoi. Voyage immersif, voilà. Waouh. Alors, c'est vrai que tu te dis... donc, tu as dit quoi ? Circassien, donc c'est le cirque, j'imagine. Ouais, forain, donc ça, ok, je l'ai. C'est assez drôle parce que c'est vraiment tout un concept que vous avez fait en réunissant quelques univers. C'est vrai que moi, je limitais ça un peu au festival, mais non, vous êtes dans un truc beaucoup plus profond, beaucoup plus deep finalement. Le festival, c'est souvent une scène, et puis voilà. On va rajouter 2-3 petites choses, c'est-à-dire qu'en effet, à Solidays, il y a 2-3 stands forains. Il me semble qu'ils doivent avoir une capsule qui s'envoie très haut et des choses comme ça. Vous, c'est vraiment un peu comme la Foire du Trône, mais avec en plus des scènes, c'est ça ? Oui, alors un peu plus petit, évidemment, que la Foire du Trône. Peut-être pas dans 10 ans, hein, peut-être que ce sera ça plus tard. Maintenant, c'est vrai que c'est pour trouver le juste équilibre, pour pas que les mondes aussi se cannibalisent. Ça reste un festival de musique. Mais oui, en fait, tu peux arriver et t'as 6 manèges à sensation, d'autres du tir à la carabine, la pêche au canard, ton stand de barbe à papa, tu peux te faire tatouer aussi. Et en même temps, tu as des infrastructures, des petits villages où tu vas faire de la piste de roller disco, mais en même temps, tu as un stand où tu dois jouer avec des trucs. Enfin, on fait appel à des troupes qu'on peut retrouver à Aurillac aussi ou sur d'autres types d'art de rue qui te ramènent une magie. Et c'est aussi les artistes. Donc c'est assez dingue. Ouais. Tu m'as perdu, là. Tu peux aussi te faire tatouer parce que là, j'imagine oui, on a un stand de l'accident, quoi. Non, j'en ai plein que j'ai fait sur le voyage. Aucun que tu regrettes, ça va ? Non, aucun. Okay. Pour l'instant. Très clair, c'est assez drôle en effet. Alors, moi j'ai tellement déjà de questions, quoi, mais sur l'origine, sur tout ça. Mais par exemple, souvent l'art forain, enfin les forains, sont des indépendants. Toi, c'est par exemple les machines et tous ces trucs sont les tiennes ou... Non, c'est des indépendants. Okay. On travaille avec des familles de forains avec qui on est devenus amis, parce qu'en fait, sur Loyal, on a quand même un truc, l'humain reste le lien premier. Okay. Toutes les décisions qu'on a pu prendre, ou les modifications, ou les évolutions, ça a été à travers des rencontres, des décisions, des coups de cœur, ou au contraire des séparations. Donc c'est vrai que on est tombé sur des gens qu'on apprécie grandement et qui nous suivent, qui ont leur famille, qui ont un autre manège. Et en fait, de fil en aiguille, on donne les dates et on peut te proposer ci, on peut te proposer ça. Et c'est des gens hyper investis. Enfin, on a des autotamponneuses, ils ont remis des drapeaux, ils ont fait faire eux-mêmes des drapeaux Madame Loyal, ils ont rebrandé leur manège. Enfin, c'était là genre, ok, c'est fou. Enfin, vous faites partie de ce projet autant que n'importe qui d'autre, quoi. Incroyable. Donc tu me dis aujourd'hui c'est 15 dates ? Ça dépend, oui, je compte en double. J'ai pas regardé le calendrier, mais vu qu'on fait vendredi, samedi, en prod, des fois je peux dédoubler, mais ça va de l'ouverture de saison, c'est début avril, et la fin, c'est début novembre. Et on est entre 1, 2 ou 3 par mois. Voilà. Incroyable. Et alors, si j'ai bien compris, il y a quand même un peu un système de franchise, ou enfin, comment vous bossez avec des gens qui duplique votre concept ? Alors ça, c'est tout nouveau. Okay. Ça, c'est la nouveauté de cette année. En fait, on est arrivé aussi au constat qu'on reste une petite équipe. Comme je te dis, il y a l'humain et c'est vrai qu'on
on n'a pas envie et pas forcément les capacités de recruter énormément. C'est dur aussi de faire rentrer des gens dans une équipe avec des responsabilités aussi importantes. Donc en fait, on a un peu établi stratégiquement quels sont nos fiefs et nos dates qu'on veut garder en production ou coproduction. Et ensuite, pour des nouveaux projets et des ouvertures de nouvelles villes, comment faire sans que ça nous impacte, que ce soit financièrement, parce que en fait, quand tu fais un licensing, ils te payent un licensing fee, une redevance pour l'utilisation de la marque, et après, tous les coûts engagés sont à la charge du producteur et de la société qui t'achète ta marque. Donc ça, c'est la première année où on l'a mis en place. On l'a mis en place à Lille, à Fréjus et à Genève, là, et à Toulouse aussi cet été. Mais on l'a fait principalement avec des gens qu'on connaissait. Sur Lille, on avait déjà travaillé avec eux. Sur Toulouse, on les connaissait bien. Et Genève, on va essayer, on va voir. Du coup, c'est des petits formats différents à chaque fois, parce que c'est une année test pour nous aussi. On verra comment ça se passe. Fréjus, c'est le cas d'école où ça s'est pas bien passé. Ok. Du coup. Okay. Mais pourquoi parce que ils ont produit 2 événements en même temps et en fait, ils ont fait faillite et la personne n'est payée, que ce soit les artistes, nous. Donc, c'est aussi un cas de figure de business où voilà comment ça se passe. Donc, c'est aussi intéressant pour nous d'apprendre. On a vraiment une année de licensing où on a un peu tous les cas de figure et on pourra en tirer les conséquences et les leçons à la fin, quoi. C'est assez ouf parce que quand je t'entends, quand je t'écoute, tu as une société qui permet à des festivals d'utiliser tes services et ton expertise pour monter le festival. En fait, eux, ils ont le concept et toi, tu l'opères, en gros. Ça, c'est la boîte de prod. Ouais, c'est la tempête. Et dans ton festival, tu vas faire exactement l'inverse, c'est-à-dire que tu vas donner le concept et tu vas donner à des gens la possibilité de le reproduire. Pourquoi ça ? Parce que c'est quelque chose qui est quand même très local, c'est-à-dire que c'est pas si simple de faire un festival quand t'es basé à Paris et à tel endroit et de le reproduire justement à Fréjus ou à Genève ou... Il y a ça, mais il y a quand même une différence. La boîte de prod que j'ai à destination des autres festivals, moi je suis pas productrice. Je mets pas mes billes avec cette boîte, je suis prestataire. Ouais. Tu m'emploies, tu veux un super festival, une super prod, une super régie bar, enfin voilà, on a tout l'éventail. Je viens faire aussi du consulting, parfois je suis pas sur l'exécutif, mais du coup j'ai pas d'enjeu financier. Alors que sur l'autre, quand on vend la marque, c'est opéré par une boîte qui investit dans le nom et qui va prendre le risque financier d'un festival. Sur la boîte de prod, je suis en presta, donc il n'y a pas de risque. Ouais, tu dis, bon, voilà, moi, tu veux que je t'opère les bars, c'est temps, tu veux que je t'opère... Ok. Et aujourd'hui, donc attends, combien de temps que tu fais ton premier festival dans lequel tu as bossé ? C'était quand ? 2015. Ouais, donc ça fait 10 ans que tu es dans le... le premier où j'ai bossé, ça s'appelait Rituel. On m'avait embarqué, on m'a dit ils ont besoin de monde au bar, etc., etc. Et c'est là où j'ai eu la révélation de... en fait, je veux faire ce métier. J'ai découvert un monde où c'était incroyable. Et en fait, c'était 2 mecs qui avaient monté ce festival-là. Geoffrey et Guillaume, que je voyais passer au loin. Et j'ai dit à la personne qui m'avait ramené... sur ce plan, petit coup de coude, mais en fait, je veux faire ça de ma vie et je vais bosser avec eux. Non, enfin, Sarah, tu bosses avec eux. Non, je vais bosser avec eux, là, je bosse pour eux. Okay. Et en fait, c'est mes 2 associés de Madame Loyal, ces gens-là, et j'étais témoin de mariage de Geoffrey il y a 2 ans, quoi. Donc, j'avais raison. T'avais 20 ans ? Ouais. Et tu t'es dit, vas-y, c'est maintenant. C'est maintenant, j'y vais. Ils avaient quel âge ? Ils ont 4 ans de plus que moi, je crois. Ouais, donc t'avais 24, 25... Ouais. Oui, mais à ces âges-là, ça peut paraître un peu... Et toi, tu t'es dit, ok, non, j'y vais. Ça te sort d'où cette ambition Je sais pas trop. Je pense que c'est une question de tempérament et de caractère. C'est une envie de toujours construire, d'aller le plus loin et pas grand-chose à perdre, je pense non plus. Donc, toujours avancer, quoi. T'as grandi où ? À Montreuil. À Montreuil. Ouais. Okay. Comment on appelle un habitant de Montreuil ? Un Montreuillois. Montreuilloise. Ouais. Montreuilloise. C'est assez drôle. Tes parents sont dans le business ou dans... Pas du tout. Ils sont profs d'art plastique. J'allais dire, ils sont fonctionnaires ou profs. Et voilà, bingo. Okay. Ouais, ils sont profs. Ouais, non, pas du tout. En revanche, ma grand-mère était, elle, carrément là-dedans. Ouais. C'est la première personne à avoir monté une conciergerie en 1975. Madame Service.
Donc on a fait le lien Loyal. très... Ouais, le lien s'est fait très tard, j'ai compris très tard. C'est ma mère un jour qui m'a dit, mais ça va, le lien ta grand-mère, toi mais ouais, non, c'est assez fou. C'est-à-dire que t'as pas appelé Madame Loyal Non. Incroyable. Ouais. Donc ça a peut-être sauté une génération et ça vient de là, ouais, peut-être sûrement. Tu la connais, ta grand-mère? Ah ouais, je la connais très bien et très proche. Ouais. Marrant. Et pourquoi ce nom, Madame Loyal? Bah, ça vient du cirque. Si tu veux, quand tu vas au cirque, il y a un présentateur de cirque qui s'appelle Monsieur Loyal, qui va présenter chaque numéro, qui a aussi un ADN hyper précis. Oui, c'est celui, tu sais, qui a toujours le pantalon. Je vois très bien. La veste, le fameux. Et au début, du coup, avec mes deux associés, on partait sur l'extraordinaire chapiteau de Monsieur Loyal. On allait, voilà, tout ça. Et en fait, à un moment, j'ai dit non, mais il y en a marre des monsieur tout le temps. Enfin, Monsieur Loyal, bah non, ce sera Madame Loyal. Donc ils ont dit grave, c'est super. Elle s'impose, mais genre, il y a deux cums qui sont là, ils disent non, je vais pas bosser pour eux, je vais bosser avec eux. Et en plus, ça va être Madame fucking Loyal, t'as compris ou quoi? Ils ont combien de parts? 12% chacun, c'est ça, non? Ah non, c'est moi la plus petite. C'est vrai. Ouais. Ok. J'ai voulu mettre des cheveux bouclés au logo, ils m'ont dit stop, tu t'arrêtes. Donc ils ont quand même... Ça va, calme-toi. Ok. L'ego trip, ça suffit. Et ils sont dans les autres business aussi, nettoyage, tout ça? Vous partagez tout ou non? Non, pas tout. Sonora, oui. Madame Loyal, oui. Mais nettoyage, non. Nettoyage, ça a été monté par quelqu'un qui travaillait pour nous au départ. Ouais. Qu'on a engagé en chef d'entretien, qui est une personne exceptionnelle avec une énorme éthique de travail, qui s'appelle Nigel. Et en fait, on a un peu aussi ce schéma-là chez Loyal, c'est que si on monte, on peut monter ensemble. Donc, si on identifie aussi des sociétés qui peuvent être créées, bah, on t'accompagne, enfin, go. Et au moins, tu es sûr que sur tout un calendrier d'années, tu nous as en client. Et au moins, c'est quand même un bon starting point pour une boîte de se dire, OK, donc c'est comme ça aussi qu'on accompagne les gens qui travaillent avec nous. Et du coup, il a monté sa boîte. Je l'ai un peu accompagné, des passes décisives sur des clients, des trucs. Et puis un jour, ils sont venus me voir pour me demander de rentrer au capital pour continuer. Je dis, allez, banco. Et ça, le nettoyage, tu dis industriel, c'est du nettoyage d'événements principalement? D'événements, de gros entrepôts, de grands bureaux, tout ce qui est à taille hors norme et ou parce que de l'événementiel ou par la superficie. Ok. Ouais, ça doit être un sacré délire. C'est très cool. Ouais. C'est vrai? J'adore. Ouais. Ça reste de la logistique, de l'optimisation. Enfin, ça me plaît. Ouais, parce que t'as en fait sur les événements, en fait, comme tu dis, c'est hors norme. C'est-à-dire que j'imagine que même, normalement, t'as pas un camion poubelle qui passe là. Tu vois, donc il faut que t'emmènes tout ça à la déchetterie. Et puis t'as pas autant de personnes normalement à cet endroit-là en même temps qui consomment autant, qui font autant de choses. Et puis il y a la logique aussi d'essayer de hyper bien trier les déchets, du réemploi, de comment les circuits fonctionnent. Enfin voilà, c'est hyper intéressant. Mais puis ça me fait voir d'autres choses aussi. Enfin tu vois, il n'y a pas que des événements festifs, il y a des événements sportifs, on bosse sur d'autres festivals, donc c'est hyper enrichissant aussi de voir. Puis je fais ça avec une casquette où personne ne sait que je fais les autres trucs à côté, donc c'est trop cool de voir d'autres choses et de jouer à un autre jeu, quoi. Moi je vais te poncer un peu pour avoir un petit cours, puisque tu n'organises pas en plus qu'un seul festival, tu en organises plein et puis tu les démultiplies. Quels sont justement les postes qu'il faut là tu vois le ménage, la récolte des déchets, tu vois, je vois aussi typiquement de plus en plus ces antennes déployées par Orange, par Free, par machin. Quand tu fais un festival, souvent t'as pas les Wi-Fi. C'est des Wi-Fi ou je crois même par moment des 5G aussi. Des Wi-Fi, t'as tout le système internet quoi. Ouais, qui sont déployés sur chaque événement, etc. Qu'est-ce qu'il faut quel est le b.a.-ba? On va reprendre un peu l'histoire mais du festival. Le premier que tu as organisé toi-même, c'était quoi? C'est monté petit à petit en fait, c'est pas j'ai pas de point réel. Le jour 1 de Madame Loyal. Oui, voilà. Je pense que c'est un vrai starting point. Dans quel sens on fait et quels sont les points importants? Ouais, mais raconte-moi un peu l'histoire et puis qu'est-ce qu'on met dedans? Madame Loyal, une fois qu'on a trouvé le nom et le lieu, d'ailleurs c'est
ça s'est fait dans l'autre sens, c'est le lieu d'abord. Ouais. Et le nom ensuite. Et qu'on a créé le concept autour du lieu qu'on a trouvé au nord de Paris, là, à Villeneuve-la-Garenne. Une fois que tu as ça, tu imagines l'ADN. Et puis après, tu rentres dans la production pure. Et là, le côté un peu plus business et optimisation. Le lieu, alors, si on commence par ça, les festivals, le principe, enfin pour beaucoup, c'est que le lieu, ça peut être un champ quand même. Alors, idéalement, il faut avoir l'accord du propriétaire, c'est mieux, mais nous, on adore ne pas être dans des champs. Ouais, okay. C'est pas mal. Okay. Ça coûte souvent plus cher. Enfin, quoique, ça dépend. Parce que si tu fais dans un champ avec toutes les installs et les électricité, eau, etc., ça peut vite chiffrer. Mais c'est vrai que nous, le lieu nous inspire beaucoup pour créer l'ADN et l'atmosphère du festival. On avait chez Gustave avant, c'était un club éphémère dans une banque rue Cambon à côté de Place Vendôme. Ouais. Donc, enfin, tu vois, le lieu. Chanel, ouais. Ouais, c'est ça. On était en face. Et le Ritz derrière le bureau de prod. Donc, quand tu fais de la grosse techno. C'est très bien. Je vois très bien. J'ai fait un truc là-dedans. Ouais. Avec les arches. Ouais. Bah là, on faisait un club là-dedans. Ok. Ouais. Et du coup, le lieu, en fait, Geoffrey, mon associé, est hyper doué pour trouver c'est un géoguesseur des lieux de soirée. Enfin, il va chercher des endroits qui ne sont pas utilisés pour ça, pour que nous, ensuite, on puisse créer quelque chose derrière. Okay. Et là, on est tombé sur un cirque tenu par une famille, le cirque Micheletti à Villeneuve, et qui l'a convaincu de faire quelque chose chez eux. Et on s'est assis autour de la table, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, c'est ce moment-là où tu te rends compte qu'il n'y a pas de limite, à part l'imagination sur ce genre de concept. Et c'est, on veut tant de scènes, ok, mais du coup, vu que c'est pas ça le plus important pour nous, mais attends, mais peut-être une fanfare, mais du coup des manèges, oui, mais du coup des tatous. Et en fait, tu listes un peu toutes tes envies et après, tu passes au bureau et tu te dis, maintenant qu'on a bien imaginé et qu'on est parti un peu dans les étoiles, comment on rend ce projet réel ? Donc, il faut des équipes de production, des équipes techniques, des équipes artistiques. Le nettoyage aussi, mais ça c'est plus pour de la post-production, pour de la pré-production. Donc, c'est tout ce qui est en amont de l'exploitation. Ça fait pré-prod, exploite, post-prod. La pré-prod, l'aspect production et artistique sont les deux segments avec la technique qui doivent être le plus travaillés et où il faut avoir des équipes dessus, quoi. Comment s'appelle ce festival belge où il y a eu cette scène qui a brûlé là, Tomorrowland, ouais. En fait, le problème du festival, c'est que tu passes ta vie à gérer des imprévus, non ? Ouais. Enfin, notamment la météo. On l'a vu à Bordeaux cette année. Hein. Ouais. On a un chapiteau de 60 mètres qui s'est écroulé avec toute notre scéno en dessous, tout le matos, tout le truc. Donc, on avait hyper bien travaillé, sécurisé avec la préf. Enfin, c'est des discussions, les tempêtes, la météo qu'on voit venir et c'est l'ennemi numéro 1. La pluie, ça va, le vent et la tempête, c'est le pire pour des installations extérieures. Et ouais, c'était quelque chose. Et quand j'ai vu Tomorrowland, je me suis dit, nous, c'était minime, mais sur le côté déchirement et de voir ton travail qui part littéralement en fumée ou dans les airs, c'est compliqué. C'était la veille ou l'avant-veille, non ? Ouais, c'est ça ? ouais, mais du coup, ils ont fait quand même ils ont ouvert. Sans le décor, c'est ça ? Ils ont mis une scène devant. Okay. En fait, tu réutilises ce qui s'est passé pour créer un autre univers. Enfin, finalement, ça faisait un peu un côté Mad Max. Ils en ont joué, ils ont mis une chenille, je crois, qui s'est transformée en papillon dessus. Ouais, non, de toute façon, c'est de show must go on. Enfin, tu peux pas t'arrêter. Donc, faut trouver des solutions. Avec la sécurité étant quand même le point numéro 1. Si à un moment, il faut dire stop, il faut dire stop. Mais si tu mets en danger personne et que tu peux y aller, même si ça te demande de pas dormir, d'avoir des équipes, de réinvestir, faut y aller. Le modèle économique, on reviendra un peu sur du festival. Quand tu crées ton premier festival, faut apporter combien en fait ? Parce que t'as des préventes un peu, t'as des choses comme ça, mais c'est pas simple. Tu vois, on en parlait avec Aurélien du Badaboom, etc. Il me disait par exemple la première salle, ils ont dû quand même apporter 350 000 €, c'est pas rien. Alors t'as les brasseurs qui les accompagnent, etc. Est-ce que tu peux me raconter un peu pour celui qui voudrait créer son festival ? Alors j'ai vu que c'est intéressant, je lisais quelque chose sur les festivals cet été. Il y en a beaucoup maintenant de festivals. D'ailleurs la France est un peu le pays des festivals, j'ai l'impression. On met en avant ceux qui fonctionnent. Il y en a beaucoup qui fonctionnent pas très très bien quand même. Mais il y a un peu une petite recette, quelque chose à savoir. Comment tu commences ? Nous, on est complètement autofinancé
et pas de subvention, rien. Donc c'est vraiment une recette qui est applicable par qui veut. Maintenant, le résultat est absolument pas garanti. Attention, parce que ça demande un équilibre très très particulier. Je pense que sur les premières dates, ou en tout cas les premières années, nous, ce qui a été pratique, c'est qu'on avait quand même un historique de programmation, de festivals, de soirées. Donc, on ne sort pas de nulle part. Je pense Grâce à tes associés ? Ouais, avec chez Gustave, Rituel, il y avait quand même quelque chose... Et là-dessus, eux, ils ont arrêté les autres ? On a fait une année les deux en même temps et après il a fallu faire un choix et on a gardé... Donc en fait, eux, ils avaient leur festival. Tu leur as dit on s'associe, on en fait un ensemble. C'est eux qui sont venus me voir. Oh, okay. T'as réussi, elle est forte. Hein. Et après, ils ont arrêté les leurs. Ouais, c'est ça. Okay. Mais du coup, moi, ils m'employaient sur leur festival. Enfin, je bossais pour eux sur les autres et puis arrivait Loyal et du coup, ça permet quand même d'avoir un background, donc une légitimité. Je pense que ne pas avoir la folie des grandeurs, c'est important. Montrer que le projet que tu montes, il est cohérent. Qu'il y a des chances que ça fonctionne et que ce que tu dis sur le papier, ça arrive vraiment. Parce que, en fait, ta programmation artistique, tu vas peut-être pas les payer tous avant. Enfin, nous, on a tout misé, on n'a pas fait de gros apports. On a vraiment tout misé sur le fait que la première, elle fonctionne, qu'on remplisse, qu'on puisse payer tout le monde, etc., etc. Et la première Loyale, il me semble que c'était en octobre. 2019, ouais. Bien vu, quelques mois avant le premier confinement. Ouais, complètement. Très très bonne idée. Bam. Ouais, mais du coup, ouais, une première, ça va être l'équilibre pré-vente, le bar et les partenaires aussi. C'est vrai qu'on a pas sur la première année du coup, parce que moi j'ai toujours une stratégie de quand on lance des projets, je préfère que la première année elle soit neutre. On n'est pas de partenaire. Comme ça, il n'y a pas de produits qui sont poussés, qui sont mis en avant ou quoi. Et au moins, j'ai vraiment une année où je peux voir les habitudes de consommation des festivaliers, comment ça fonctionne, vraiment avoir une lecture pure à 100% pour ensuite aller chercher vraiment les partenaires qu'on souhaite. C'est quoi les partenaires ? Les partenaires, c'est des gens qui vont t'accompagner, qui vont te faire des remises commerciales, qui vont te faciliter des choses. Je avec Aurélien, c'est le brasseur, c'est Red Bull. C'est Red Bull, nous, c'est un de nos partenaires historiques. Okay. C'est un de nos premiers. Ils étaient là sur Rituel, sur chez Gustave. Enfin, ils nous ont un peu suivis tout le temps. Et ils créent vraiment des choses avec nous. Et c'est ce qu'on demande souvent à nos partenaires. Nous, si tu nous fais un chèque et que tu mets juste ton produit, ça nous intéresse pas trop. Je parlais d'immersion. Moi, je vais toujours aller demander une activation, mais spécifique à Madame Loyal. Donc Red Bull, ils ont fait construire un bar énorme avec des plateformes, des performeurs, où en fait, tu es au bar, mais tu as des jeux derrière le bar où tu peux lancer des chamboules tout en même temps de commander ton vodka Red Bull. Enfin, tu vois, il y avait tout un truc. Si vous êtes partenaire avec nous, vous montez dans le petit train de Madame Loyal et vous jouez avec nous, quoi. Et donc, ils te payent en plus de ça. T'as des marketing fees, d'accompagnement, t'as des remises au call, t'as aussi... En revanche, tu payes les canettes qui sont vendues, toi. C'est ça. Okay. Je paye les canettes qui sont vendues, mais t'as des remises. C'est un peu comme les systèmes dans les centres commerciaux, les choses comme ça, c'est-à-dire d'animation un peu pour être... Alors avant, c'était d'être dans les catalogues, ou si tu veux être... la tête de gondole, etc. Ouais. C'est un peu ça. C'est ça, sauf que justement, l'image de la tête de gondole, elle est très importante. On a aussi une volonté de ne pas être un festival tête de gondole. C'est qu'on choisit nos partenaires, on en a 2-3. Parfois, t'en as qui sont pas là sur toutes les dates. On valse aussi là-dessus. Mais on veut pas être un festival vitrine. Donc ça existe, je vois pas trop, mais donc il y a des festivals où, que ce soit sur l'affiche, l'entrée... les bars, etc. T'as la marque d'un brasseur, la marque d'une boisson, des choses comme ça, et dans tous les sens. Et tout le monde paye très cher, et puis voilà. Okay. Oui, et puis t'as 40 mètres carrés, puis t'as payé, et tu fais ton truc, et en fait, du coup, la marque doit vraiment avoir une visibilité pour justifier aussi de cet investissement. Nous, c'est un peu plus différent, on est un peu plus cadré, et on internalise la fabrication aussi, souvent. Et l'intérêt pour eux, c'est le testing, c'est les ventes sur place, ou c'est je veux dire, tu vois, je me souviens, je crois que c'était un des partenaires, je sais pas si c'était je pense que c'est l'Euro, ou récemment, ça devait être Asahi, ou une des marques de bière, je crois que c'était Asahi en l'occurrence, mais et en effet, je pense que ça avait pas mal fonctionné, parce que c'est
tu testes une bière que t'as pas trop l'habitude de tester, que tu bois que dans les restaurants japonais ou quelque chose comme ça, et puis d'un coup, voilà, et ça donne des habitudes, mais c'est ça un peu, c'est de... Il y a plusieurs points, je pense, il y a plusieurs segments. C'est de vendre sur place, je veux dire. T'as le côté testing, comme tu dis, où tu vas, en fait, du coup, là, un restaurant où tu as 20 personnes et si tu es chez eux, ou alors que tu as un festival où tu as 40 000 personnes, tu as quand même une vitrine de gens qui ne seraient pas forcément touchés par ton produit que là tu touches. Tu as l'association d'idées, tu as le capital sympathie, c'est-à-dire que tu associes une marque sympa, branding, cool, Madame Loyale, jeune, à ta marque. Du coup, inconsciemment, tu vois, tu es associé à ce branding. Et tu as aussi la volumétrie. Sur des gros festivals, et nous, on n'est pas les plus gros sur un one-shot, mais avec beaucoup de dates par an. Si tu prends la volumétrie à l'année, c'est quand même assez important. Vous êtes le plus gros festival total ? Non, je pense pas. Si on prend est-ce que l'année, tu fais plus de 42 millions d'euros de chiffre d'affaires ? C'est juste, voilà. Bon, bah alors j'ai la réponse à ta question. Non, bien sûr que non, on est encore très petit, on se revoit dans 10 ans. Johan, du Hellfest, il me donne ses chiffres, en effet, je crois que c'est 42 millions sur 3 jours. Ouais. Ah ouais, non, c'est une machine incroyable. Moi, il faut qu'il me prenne en stage, je veux voir. Tu y allais déjà ? Non, pas encore. Mais je pense on va faire une expédition, il m'a dit qu'il fallait qu'on y aille l'année prochaine. On va se faire une expédition avec tous les invités teufs de Génération du Turcel au Hellfest. Je pense qu'on peut venir rigolo. Je note. Ok, rigoler, ouais, avec... Ça risque de mal se passer. J'espère qu'il n'y aura pas de stand de tatouage. Allez, je vous emmène. Ok. Donc, et derrière, alors si je reviens au tout début, après tu me feras le split, mais sur comment ça fonctionne et les revenus et tout ça. Mais tu dois avancer, donc quoi, normalement, le propriétaire des lieux, tu dois le payer pour lui dire je vais venir chez toi. Là, tu as dû... toi, T'as des chapiteaux, tu disais quand même, depuis le début ? Sur celle-ci, en fait, vu que c'est un cirque, les chapiteaux, ils sont déjà en dur. Il y en a plusieurs ? Ouais. Il y a 5 chapiteaux, je crois. Après, on a une scène dans la petite forêt, une scène dans un jardin. Ils sont là toute l'année. Eux, ils sont en fixe et ils font du cirque. Donc, s'il pleut, a priori, tu auras quand même ton festival qui se passera. Ouais. Parce que quand tu es all-in sur un festival en extérieur et qu'il pleut et que c'est ta première année, c'est fou. Alors après, tu as vendu tes billets. Tu les rembourses quand il pleut, non ? Si tu joues pas, faut rembourser. Il y a une assurance ? Ça dépend si tu la prends. Et puis les assurances intempéries, c'est quelque chose. Enfin, tu vois, t'as les assurances et puis t'as les clauses aussi. Donc c'est intempéries si tu prends. Et puis c'est des dizaines de milliers d'euros, hein, une assurance annulation comme ça. Tu m'étonnes. La probabilité quand même pas importante, mais enfin bon. De plus en plus. En tout cas, avec les dérèglements, les trucs extraordinaires, on voit que. Will of Green, ils ont une ou 2 années un peu fou. Mais encore, ça ne s'arrête pas. C'est le Delta, tout le monde, on est tous passés par les cases météo compliquées, donc c'est jamais agréable. Donc tu dois avancer ça sur tu rentres sur le propriétaire ou la salle. Et t'as quoi d'autre comme fees En fait, après, ça dépend comment toi. Le but, ça va être de négocier le plus possible. Ce serait le conseil que je donne si tu te lances avec des échelonnages de paiement. C'est genre, je te fais 20% maintenant et en fait, tout le reste après, avec la vente des billets, les recettes au bar, etc. Mais t'as les artistes, t'as le lieu, tu vas avoir la location technique pour les installations scéniques, etc. Tout le dispositif de sécurité aussi, vu que c'est des prestataires, ils demandent en général à te payer un petit peu avant. Après, tu as les coûts qui interviennent plus tard, ça va être tout le staff d'exploitation. On travaillait pendant l'événement, parce que nous, on fait pas appel à des bénévoles, pour le bar, etc. On emploie tout le monde. Donc ça, c'est aussi une grosse pocket. Mais oui, le but, je pense que si c'est un premier événement, ça va être vraiment de jauger le risque, les bénéfices potentiels. Et si tu arrives à scaler ton événement sur un breakpoint à juste tes ventes de places, c'est exceptionnel. Comme ça, au moins, tu sais que tout le reste derrière, le bar, la food... En pré-vente, non, tu peux pas quand même. Tu crois que tu peux y arriver ? Ça dépend. Ça dépend ton nombre de personnes, ton artistique, combien il coûte. C'est vraiment ça. Sur les premiers, il faut être vraiment très malin. Faut pas faire comme nous. À combien tu crois ? Un festival, la différence entre un festival et un... parce que moi j'ai vu des festivals, mais t'étais très jeune, mais c'était vraiment du festival quasiment, c'était pas de la, comment t'appelles ça, les teufs techno là, les rave parties, mais t'étais pas loin, tu vois, c'était des festivals un peu indie, voilà, et tu pouvais on pouvait encore faire des trucs pas gérés par la préfecture. Ouais, tu pouvais avoir quand même plusieurs scènes ou des choses comme ça, mais un festival déjà
de facto, c'est un endroit où tu as 2 scènes minimum ou ça veut dire quoi un festival juste? Bah, en fait, aujourd'hui, ça peut tout dire. Hein. Enfin, un festival, c'est vrai que pour moi, c'est minimum 2 scènes. T'as aussi des activités, des stands, parce que sinon, si c'est juste une scène, c'est un concert. Enfin, il y a un concert avec plusieurs artistes. Un festival, finalement, c'est pas tant un cahier des charges, c'est plutôt une ambiance. Okay. Tu vas retrouver une ambiance festival avec ta guinguette, ton bar, ton food truck, ton bidule. Tu vois un peu ce côté village où tu peux circuler, où les flux sont étudiés pour que tu passes devant plein de choses. Alors que si c'est un aller-retour, oui, c'est un événement. Après, je sais pas qui de droit peut définir un festival. En fait, t'en fais un peu ce que tu veux. Tu vois. On va dire que dans l'absolu, quand tu es toi l'organisateur d'un festival, tu vas proposer une sorte d'infrastructure dans laquelle il y aura a priori quelques scènes. Tu vas proposer à des personnes externes de venir, en effet, tu parles des food trucks, tu vas généralement tenir les bars aussi. Ouais. Et proposer à des gens externes de venir animer des choses. Donc, par exemple, certains qui vont faire des hot dogs, d'autres des pizzas, d'autres des je sais pas quoi. Tes forains, ils viennent, par exemple. Tous ces gens-là, pour venir, tu les payes, ils payent ou ils gagnent l'argent sur place? Ça dépend, et ça dépend de comment on sent la santé économique de l'événement. Parce que c'est un gros coût de louer des manèges, surtout quand il y en a plein. Donc en fait, on va déterminer en fonction de telle ville ou telle ville. On fait le choix dans des budgets. Soit on loue le manège et à ce moment-là, le prix du ticket pour le festivalier, il inclut le manège. Et puis donc le manège est gratuit, entre guillemets. Ouais, c'est exactement. Ouais. Soit, en fait, le prix est un peu moins cher, mais du coup, il y a des manèges et tu rajoutes directement. Donc à ce moment-là, le forain nous paye juste l'électricité. Okay. Comme ça, on va pas lui offrir l'électricité. Au moins, il y a une petite redevance. Ça coûte cher l'électricité dans manège? Oui, ça coûte super cher l'électricité maintenant. Sur un parc expo, ouais. C'est quoi ta facture d'électricité sur un festival? Faudrait que je regarde les budgets, mais je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est à 5 chiffres. Hein. Enfin, mais vers le haut en plus. Ouais. Quelques dizaines de milliers d'euros. Ouais, je crois. Faudrait que je revérifie. Tiens, tu mets une colle. Oh, wow. J'ai un 70 dans la tête ou 80 sur un gros, mais faut que je regarde. Plusieurs jours, quoi. 2 jours. Sur 2 jours. Ok. Mais je vais regarder. Tiens, je vais pas réviser mes chiffres. Si je te prends un chiffre médian, un Madame Loyal, c'est quoi le budget? Ça dépend. Ça dépend vraiment de la ville, des infrastructures et de la capacité, mais... Du moins cher au plus cher, sinon... Ouais. Oui, ça dépend. Si les plus petites, tu peux être à 500 000 ou 2,5 millions, 3 millions. 500 000, c'est le plus petit. Ouais, tout petit. Ok. 500 000, tu dois faire venir combien de personnes pour l'amortir? 4 000, 3 000. Ok. Avec des billets qui valent... Ça dépend. Tu as plusieurs releases. En fait, tes premières places, elles sont à 30, ensuite 40, 50. Et puis ça dépend de l'expérience. Les plus petits festivals, il y a moins de têtes d'affiche aussi, parce que tu as moins de budget, du coup. Sur les plus gros, ça te permet d'avoir plus de liberté. C'est ce qu'on nous a potentiellement reproché à Paris, vu que c'est là où on est né et qu'on a notre petit format hyper intimiste, humain, avec lequel on a grandi. Finalement, quand ils voyaient les programmations sur les autres villes, ils étaient là, vous êtes mignons, mais nous, des énormes noms, on en veut aussi un peu. Donc, en fait, on garde le Cirque Micheletti intact, qui est beaucoup plus house, disco. On a fait venir Ed Banger. On fait des collabs hyper cool là-bas aussi. Tu vois, il y a un truc un peu parisien, vraiment. Et on fait en mars une XXL au Parc Expo de Villepinte. Et là, on prend 2 halls. Et du coup, vu qu'il y a énormément de monde, c'est quelque chose. Parc Expo de Villepinte, c'est fat. Hein. Ouais. Tu vas faire venir... Pardon? On va passer. Ah, mais venez, avec grand plaisir. On fera un truc interview podcast avec les artistes. Tu veux faire venir combien de personnes là? Ça dépend. Okay. Ça dépend, on verra. Donc par moment, tu vas te dire, en fait, tu vas ouvrir le truc et tu vas voir en fonction de l'appétence du public, tu vas sizer ensuite? En fait, t'es cadré légalement. Tu dois faire des demandes en préfecture avec pour 15 000, pour 18 000 personnes et tout. Mais qui peut le plus, peut le moins. Donc, on demande le plus possible en fonction de l'état technique du plan. Donc, les issues de secours, ça se calcule, c'est un métier. C'est le directeur technique et un chargé de sécurité qui font ça.
Et eux, ils te disent, avec le plan que tu as mis en place, parce que dès que tu mets des manèges à l'intérieur, des trucs, ça enlève du mètre carré, enfin, c'est toute cette logistique-là. Tu peux demander tant de personnes. Et en fait, on fait cette demande-là. Et nous, derrière, en fonction, on adapte. Et peut-être qu'on a demandé 18 000, mais on fait 8 000. Tu vois. Enfin, ça dépend comment on veut fonctionner. 4 000 un petit, 18 000 un gros, c'est ça, on va dire, ton range à toi? Ouais, plus ou moins. Ouais. Ok. Par jour. Par jour. Ce qui est fou, c'est un peu l'inflation. Alors, tu parlais de l'électricité et tout, mais de l'autre côté, du côté public, il y a quand même une petite inflation des prix. Alors, c'est lié, forcément, mais c'est vrai que on en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai juste un peu vu un festival. Il y a un festival au Touquet, tu vois. Touquet Beach. Ça doit être ça, ouais. Et moi, j'ai dû assister un peu par hasard au premier, mais genre... j'exagère un peu, mais tu vois, j'avais dû payer 10 balles la place ou 20 balles la place, enfin un truc genre en last minute, etc. Puis là, j'étais pas du tout dans la région, mais je voyais la programmation, ça n'a plus rien à voir. C'est ça aussi. C'est un très gros truc. Au niveau des artistes, tu payes, enfin, les cachets augmentent, tout augmente. Ouais. Les matières premières augmentent, le bar, tes achats, ça augmente. Donc, nous, on a essayé de le répercuter le moins possible sur les places, mais c'est vrai que t'es obligé, t'augmentes un petit peu la place, tu montes la bière d'€1, tes éco-cups finalement tu les vends, enfin tu sais il y a des petits curseurs comme ça qu'il faut bouger parce que t'es un peu obligé, enfin là sinon tu... Et donc tu me dis une entrée de gamme, c'est 30, enfin un ticket pas cher en early bird, ce que tu veux, 35 ou 45, okay. Ça dépend, ouais. Ok, et ça monte jusqu'à ça dépend des soirées, mais ça peut monter jusqu'à 60€. Ah ouais, moi j'ai vu plus. Alors c'est peut-être, c'est des packs, ça devait être justement là-bas, des packs VIP, des choses comme ou des ça. Trucs VIP. Ah oui, après quand tu prends des packs VIP, c'est vrai que ça... Il y a une grosse économie du VIP qui se joue, parce qu'on a aussi un public, nous, notre tranche d'âge, c'est 25-35 ans. Et moi j'en ai 31 et je suis en plein dedans. En fait, quand je sors, j'ai plus du tout envie de faire un peu la queue aux toilettes. J'ai plus du tout... Enfin, tu sais, t'as des trucs et en fait, tu joues sur ce confort-là que tu peux aussi offrir aux gens. Et on a vraiment envie de développer le côté univers, what the fuck aussi dans les backstage, dans les trucs. Enfin, que ce soit plus seulement un ticket. On veut pas faire de table. Ça, c'est un truc qu'on sait pas faire et qu'on n'a pas envie de faire déjà. Mais comment proposer différentes gammes de prix de façon justifiée. Ça va être un peu notre enjeu aussi l'année prochaine. Ouais, je suis en train de regarder parce que j'avais vu, en effet, je sais pas où c'est, j'ai cashless, on va parler de cashless un peu, mais home merch, je l'ai pas, mais j'avais vu des billets VIP, je crois, justement, au Touquet, je regardais un peu l'évolution parce que je voyais la programmation qui avait plus rien à voir. Et en effet, tu vois, t'as du Fatboy Slim, t'as du... qu'est-ce qu'on a que je connais. Il y avait Bon Entendeur. Ouais, alors je suis allé les voir à Ajaccio, c'était cool d'ailleurs, c'est vraiment très très cool. Et en effet, l'entrée, c'était pas festival, c'était juste une date un soir, mais c'était 35€, donc t'as juste dans le moins cher. Et tout ça pour dire que je crois qu'ils avaient des packs VIP à 200 ou 250. Pour une journée ? Peut-être que t'as raison, c'est peut-être pour 2 jours, ouais. Mais après, tout dépend de ce que tu mets dans ton économie du pack VIP. Si c'est un traitement spécial des bars, que tu as des consos, que tu as un t-shirt du merch, que tu as... Enfin, tu vois, il y a aussi cette enchère d'offres que tu peux mettre. Peut-être que c'est justifié. Ouais, non, c'est ça, mais c'est ce que tu dis aussi. Si tu fais pas de queue, de file d'attente, tout ce qui est toilette, etc. Alors eux, ils font des tables. Tiens, tu vois, je regarde... ça va être table VIP, alors tu dois avoir 10 entrées, 2890, tu vois, loge VIP 17 500, c'est écrit dans leur truc, oui, c'est dans une autre expérience, quoi. Mais, ok, donc c'est vraiment très large, c'est marrant parce que en fait c'est quelque chose qui toi t'as commencé là-dedans, qui se démocratise quand même le festival un peu, non ? Parce que moi que j'y aille, j'allais pas en festival, en festoche avec mes parents, tu vois, c'était pas du tout le délire, je pense que Clémence non plus. Quoique tes parents auraient pu être dans ce délire à toi, mais toi t'y allais pas avec tes parents non plus ? Non, mais mon père est musicien, oui, donc il faisait des petits concerts, tu vois, entraîné sous des camions de scène, côté plus saltimbanque. Mais... Ouais. J'allais dire babos. Okay. Très bien, je peux du coup. Et ok. Mais c'est vrai que c'est un truc qui devient de plus en plus culturel, quoi.
Ça, c'est bien. Ouais, et puis je pense qu'il y a une démarginalisation aussi de ce milieu-là. Tu vois, les années 90, les technivals, les raves, attention, etc. Et en fait, tu vois qu'aujourd'hui, il y en a qui crieront au scandale et que ça devient mainstream, mais c'est le cas et moi je trouve que c'est une très bonne chose. En fait, on se rend compte qu'un festival, faire la fête et écouter de la musique, être en groupe, se retrouver, c'est important et c'est quelque chose qui fait partie de la vie culturelle. En plus de la France, vu qu'on est terre de festival. Qui fait un festival quand même, tu te dis what the fuck. Mais non, je pense qu'il y en a plus qu'avant, c'est pas pareil qu'avant, c'est différent. Ouais. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent et je trouve que moi je trouve ça trop bien. L'offre et puis si c'est fait en bonne intelligence, je pense que ça peut être des cercles vertueux en fait. Il y a des endroits, typiquement Bordeaux, nous on a participé je prends cette ville parce qu'il n'y avait pas beaucoup de festivals, à part Gare au Rock, mais qui était vers Marmande, etc. On a participé aussi à un essor et là, tu as Initial, tu as le brunch qui est venu, il y a nous, il y a une vraie vie de festival qui commence à se créer. Bordeaux, ville connue pour être une ville de babos, d'ailleurs, comme tout le monde le sait. Complètement. Tout à fait. Je vais me prendre des scuds. J'adore les Bordelais, j'ai plein de potes, j'ai des associés à Bordeaux et tout. C'est une super ville, très belle. J'ai même un bureau là-bas. J'adore vraiment. Mais oui, du coup, on voit que ça se démocratise, que les institutions aussi suivent parce que c'est des événements qui sont légaux maintenant. Là où il y a 10 ans, c'était pas forcément souvent le cas sur des milieux de festivals. Tu vois, t'as toujours eu les gros qui sont suivis, mais des festivals de 5000, 6000, t'avais plein de trucs qui étaient faits avec des gens passionnés qui faisaient comme ils voulaient, mais du coup qui n'allaient pas forcément le déclarer en préfecture, faire des choses et impliquer les institutions. Donc là, je pense que c'est bien quand il y a un dialogue pour tout le monde et par tout le monde, quoi. C'est important. Ça commence par ça, une déclaration en préfecture et parce qu'en fait, il faut quand même certaines autorisations. C'est costaud, ouais. C'est un énorme dossier c'est ce qu'on appelle une notice de sécurité. Donc, on a un chargé de sécurité qui a un diplôme et qui est accrédité pour créer cette notice-là, qui va travailler avec notre directeur technique, avec le pôle production, avec l'artistique pour réunir toutes les informations. Pour expliquer en 180 pages qu'est-ce que va être le festival, mais ça va jusqu'au boulon de la scène, du truc, les plans d'évacuation, les plans feu. Donc ça, c'est des gens qui ont fait qui sont accrédités. AP2, c'est un titre. C'est un formulaire. D'accord. Et toi, t'en emploies ou c'est des consultants? C'est des prestataires que t'emploies. Et ça te coûte combien de faire un dossier comme ça? Un peu d'argent. Ça coûte de l'argent, oui. Une presta complète d'un chargé de sécu pour un gros festival, ça dépend. Ça peut aller de 4 000 à 12 000 euros. Puis après, ça dépend. Je pense que sur des plus gros festivals, c'est encore plus. Ça va proportionnellement avec la responsabilité aussi. Oui, sachant qu'en plus, c'est toujours un peu des mondes. Tu dis à la préfecture, c'est pas comme ça que tu vois la préfecture. Tu vois deux oppositions un peu de monde potentiellement, non? Ça l'est, bonjour, mais madame. Du coup, ça crée des grandes réunions autour de grandes tables et ça reste des moments très intéressants en fait, parce que c'est des gens qui connaissent très très bien leur métier, la sécurité, alors qui n'est pas forcément appliqué au festival. Des fois, tu râles un peu parce qu'ils te demandent des trucs. T'es là, mais en fait, c'est comme ça qu'il y a aussi pas d'accident. Donc, demande quoi, par exemple? Je sais pas. Des déclarations de cette peinture-là, de ce décor, de ce truc, mais il faut le papier. Et en fait, tu te rends compte que c'est important parce qu'il y a des trucs qui prennent feu la veille avant d'ouvrir, comme à Tomorrowland. Donc oui, c'est des choses très précises, mais c'est des dialogues qui sont intéressants. Et après, ils déploient, eux, souvent un peu de sécurité autour. C'est-à-dire que, tu vois, je voyais, en effet, quand tu vas à Willow Green, quand tu vas à Longchamp, je l'ai dit tout à l'heure, à Solidays, il y a quand même des gendarmes, tout autour quand même, parce qu'évidemment, c'est un peu risqué quand même, tu te dis, par rapport à des attentats qu'on a pu voir ou des choses comme ça. Toi, ils font ça ou pas forcément? Je te voyais hésiter. Non, En fait, tu as deux cas de figure. Tu as celui où nous, au niveau du nombre de personnes, ils nous obligent pas à avoir de présence, etc. etc. Maintenant, eux, en autonomie, et c'est en parlant avec eux à ces réunions-là, ils mettent des dispositifs en place tout autour, dans la ville, parce que tu affectes le tram, tu affectes les flux aussi dans la ville. À Bordeaux, je reprends Bordeaux comme exemple.
Mais non, Parce nous, qu'ils vont on te n'a mettre un pas... peu plus de trame et de choses comme ça pour Ah être non, certain que- avec Keolis, ils sont en 24/24, ils remettent, on est main dans la main avec eux, gratuitement, ils sont géniaux. Hein. C'est ce que j'ai dit, gratuitement, parce que tous ces Ouais. dispositifs un peu publics, bon alors après j'imagine qu'ils en bénéficient, ça fait venir du monde, des choses comme ça, mais la sécurité, tout ça, c'est pas... Toi, tu dois payer un peu la police, l'État pour... Si tu les appelles et que tu leur demandes d'être en place, oui. Ok. Mais moi, je les appelle pas. Ok. Tant qu'on m'oblige pas, je les appelle. Et puis si on m'oblige, en fait, faut qu'on trouve une solution parce que on n'a pas besoin, et au vu du nombre de festivals qu'on a fait et ce qui se passe et comment c'est géré, nous, on a des gros services de sécurité. On lésigne pas du tout sur ce poste de dépense-là. Donc pour l'instant, toutes les situations un peu délicates ou problématiques qu'il y a pu avoir, on les a gérées sans problème. On est toujours en lien aussi avec la police. On a un PC sécurité, en fait, dans l'organisation d'un gros festival. Ça, c'est passionnant. C'est peut-être moi qui bug dessus, mais t'as tous les gens qui travaillent. Donc, t'as plein de gens qui ont des talkie-walkie, chacun leur canot. Et en fait, il y a un canal qui est dédié au PC sécurité, le PCO, poste de commandement. Et en fait, là, c'est une personne qui a tous les talkies, tous les canaux qui parlent en même temps, qui note sur une main courante électronique. Comme ça, il y a tout qui est noté et qui, en même temps, a les autorités. Donc, en fait, il y a tout qui se passe avec le poste de commandement. Il y a les autorités aussi dans le poste de commandement. Enfin, ils sont là. Ça, c'est sûr et certain. Et du coup, tout est géré en... PC sécurité, c'est un peu comme tu l'imagines. T'es dans un camion avec des écrans et tout ça ou Ouais, c'est pas un camion, mais c'est une salle. Ça prend Ok. des trucs différents. Mais ouais. Tu peux avoir des PC sécurité aussi, caméra. Il y a la météo, des trucs. Enfin, c'est impressionnant. Il va y avoir de plus en plus d'intelligence artificielle là-dedans, je pense. Ça, je sais pas. Ça, J'imagine, parce que tu dis de la main courante, tout ça, je pense que ça va pouvoir... Nous, on utilise beaucoup à venir, ouais, de c'est speech to malin. text, tu vois, donc de tout ce qui est voix va être logué en texte tout de suite. Tous nos épisodes, notre épisode dans 2 heures sera transformé en texte pour pouvoir aller faire des recherches et des choses comme ça, tu vois. Donc, et ça se fait tout de suite automatiquement. Il y a C'est peut-être un intéressant. truc à monter sur Ouais. l'intelligence artificielle dans les PC sécurité de festival. On va Allez, monter une boîte. une nouvelle boîte. Avec Sarah. Et on va développer Ouais, c'est une bonne idée, l'IA. Après, ça va être sur les vidéos aussi. Ça dérange un peu plus. Tout est filmé dans les festivals. Enfin quoi, les entrées, les choses. Il y a beaucoup de. Ça dépend. Non, pas Non. tout. Pas tout. Ok. C'est quoi les problèmes dans les festivals? Qu'est-ce qui se passe? Principalement, ça va être ce qu'on appelle des problèmes de comportement. Tu vois, ça va être des gens pas corrects ou de l'arrachage de colliers ou du vol de téléphone. Enfin, ça va être ce genre d'atteinte. Après, les problèmes, nous, on n'en a pas beaucoup, mais sur d'autres festivals, ça peut être de la violence, que ce soit de la violence bagarre, de la violence domestique. Il y en a aussi. Des vols, il y en a beaucoup, ouais, aussi. Ouais. Il y en a. Ok. Il y en a, ouais. Il y en a pas mal. En fait, dès que tu as de la foule, tu te rends compte que c'est la proximité fait que... Enfin, tu as des gens, ils achètent leurs billets pour ça. Donc, maintenant, on a des équipes d'intervention qui se baladent, qui regardent. Et dès que c'est signalé, en général, on retrouve ces gens-là. Mais Ok. ouais. Donc, par exemple, le conseil, c'est que quand tu vas en festival, évite quand même, dans l'absolu, d'avoir des objets de valeur. Ouais, carrément. Prends pas ta médaille que t'aimes ou mets ton téléphone dans ta banane. Enfin, c'est une grosse banane, un truc... voilà. Ok. Mais c'est en festival ou pas. Enfin, tu vois, c'est la foule, le métro, c'est un peu... Non, mais c'est ce que tu vois, on enregistrait au Brésil avec un ancien légionnaire, Pascal Hera, qui nous disait, de toute façon, hein, quand tu as un vol, pour qu'il y ait un vol, il faut qu'il y ait 3 ingrédients. C'est donc un objet à voler, enfin, tu vois, un purpose, quoi, quelque chose à voler, un agresseur et un agressé, quoi. Et donc, déjà, tu vois, au Brésil, ils disent, tu veux pas avoir d'emmerde, n'aie rien à voler, puis voilà, c'est très simple. Après, ça, c'est quand même dommage d'en arriver là. Ouais. Mais non, mais c'est sûr. Mais non, je pense... Après, nous, comme je te disais, on a quand même... Enfin, nos festivaliers, c'est un peu des ninis d'amour. Ils sont cool. Ils sont vraiment cool. C'est souvent lié un peu à la musique que t'as. Alors après, tu peux avoir quand même des gens aussi, qui mais viennent, on programme de la grosse art techno. Cette année, on a un peu surfé sur la vague aussi de programmation. La art tech qui est venue, qui a récupéré toute une jeune génération. Et c'est un peu énervé comme musique. Donc tu peux aussi te dire que c'est un public qui l'est un peu plus, mais non. Donc, non, franchement, au niveau des... Après, tu as des risques qui sont plus... constitutionnels de la foule et qui arrivent pas souvent mais qui sont graves, c'est tout ce qui est mouvement de foule, gestion d'intempéries, de problématiques générales, d'attentats, et ça tu as des protocoles, tu as des choses, tout le monde est entraîné au courant.
gestion d'incidents. Enfin, ouais. Et après, les comportements, j'imagine, hommes-femmes, tout ça, ça doit être un sujet. C'est un sujet, mais je pense que c'est vraiment au rôle de l'organisateur aussi de rendre son événement plus safe. Et plus safe, c'est avoir des associations sur place, c'est faire des maraudes, c'est avoir des vrais stands, c'est former aussi ses équipes de sécu, leur expliquer, parce qu'en fait, c'est quand tu as une victime ou un proche de victime qui vient dire quelque chose, si tu es reçu et envoyé balader, ça va. Voilà. Typiquement, non, chez nous, c'est hors de question. T'as une place à la parole. On a des personnes qui sont formées sur place pour justement être à l'écoute. À Rennes, il y a même des psychologues. Enfin, voilà. On en a peu et c'est très bien. Mais c'est pas parce qu'il y en a peu qu'il faut pas mettre des gros dispositifs, parce que rien qu'un problème, c'est un problème en trop sur ces sujets-là. Donc, on a beaucoup de progression à faire. On n'est pas les plus loin, mais on n'est pas les meilleurs. Et je pense qu'il y a personne qui est bien sur ce sujet-là. Donc, on se fait accompagner et on prend ce sujet hyper au sérieux. Ouais, c'est une des discussions qu'on avait avec Aurélien de Badaboom qui nous disait, en fait, il y a notamment quelque chose qu'il faut faire savoir. Je l'ai réalisé un peu plus après l'épisode, donc je leur dis ici, mais c'est de savoir, pour les femmes, et puis après il y revient, pour les hommes, il nous disait aussi, il dit de plus en plus, même hommes entre hommes, même les deux, dans les milieux, de... et puis même dans les milieux gays ou des choses comme ça, de plus en plus il se passe des choses, tu te dis, qui semblaient peut-être presque un peu normales avant, où tu dis, non, en fait. Et ça, faut prendre le réflexe de signaler un peu, justement, parce que de dire, en fait, souvent, il y a des gens qui sont dans des positions très malaisantes et qui savent pas quoi faire, en fait, qu'osent pas aller signaler. Alors, eux, ils ont des personnes avec des chasubles et tout qui sont très visibles pour lesquelles, et puis après, derrière, ils règlent les choses, quoi. Mais, c'est ça, c'est de la visibilité. Nous, il y a ces équipes-là, donc c'est une trentaine de personnes sur l'événement qui vont marauder. Tu as une zone aussi où tu peux venir te poser, discuter. Sur toutes les toilettes, tu as des affichages qui rappellent que soit on utilise beaucoup les ressources de l'association Consentis, qui sont en libre accès sur Internet, et du coup tu imprimes et tu fais les choses. On a des énormes bâches aussi de rappel de consentement, de corps à corps, pas sans mon accord, c'est des slogans de Consentis qu'on reprend et qu'on affiche un peu partout, et tu peux pas dire que t'as pas vu. Et en fait, c'est aussi subliminal, c'est que quand tu rentres dans le festival, que t'as une bâche de 7 mètres où t'as écrit ce mot-là et que en fait tu l'as dans la tête, ça conditionne aussi quelque part les comportements. C'est pour ça qu'on n'a pas je touche du bois, pas de gros soucis pour l'instant, mais en tout cas, s'il y a un souci qui devrait arriver, on a toujours dit qu'on accompagnait les victimes et qu'on serait présent et à l'écoute. Enfin, il n'y a pas de place à la non-écoute, en tout cas. Ta plus grosse charge, tu as parlé un peu, là on parle de sécurité, tu as parlé un peu de l'électricité tout à l'heure, sur un événement, c'est la location du lieu, c'est les artistes, c'est la programmation. Artistes. Ouais. Si tu devais me faire une proportion dans les grandes lignes sur 100 dépensés, combien vont aux artistes, combien vont à la sécurité, combien vont à la location du lieu, à l'électricité, sans aller dans le plus petit détail, mais... C'est exactement l'exercice que je voulais faire pour cette année, pour revoir mon petit camembert. Je dirais, j'ai peur de dire des bêtises, mais je pense que tu as 40-45% sur l'artistique, ou 30-35%. Enfin, c'est une belle part. Allez, ok. Ouais, 40. Quoique c'est énorme, 40 quand même. Si tu fais un festival à 500 000, ça veut dire que tu mets 200 000 sur les artistes. Un petit festival, comme tu as dit tout à l'heure. Si tu fais un festival à 2,5 millions, ça fait 1 million pour les artistes. Non, c'est moins alors. C'est moins ? C'est moins. Ouais, c'est la moitié. C'est 20-25%. Ok. 20-25%, 20-25%, tout ce qui est technique, enfin, ça grimpe très vite. Les postes de dépenses, c'est l'artistique, la technique. Donc la technique, c'est toute l'infra. Tu fermes le lieu de sécurité, le machin. La technique site, la technique artistique, la production. Donc la prod, ça va être tout le staff de prod qui va travailler en amont, mais aussi la location du lieu, l'électricité, les associations, enfin c'est un peu tout ça. Et la communication, c'est un poste de dépense aussi qui est important. Quoi, c'est que des réseaux sociaux, tu files toi à Meta et il y a des agences et tout. Mais... On est en réseaux sociaux, on est internalisé, enfin c'est des gens qui bossent avec nous non-stop. Mais ouais, c'est beaucoup d'ads et tout ça, ouais, pas mal. Pas mal.
Moi, j'y comprends rien, mais ça marche très bien. Du coup, ils sont très forts. mais oui, ils fonctionnent avec ça. Puis, tu as aussi toutes les équipes photo, vidéo pendant les événements qui viennent. Parce que nos réseaux sociaux, c'est notre vitrine et on a percuté comme ça aussi beaucoup. Vos artistes, ils font venir, ils doivent communiquer quand tu fais un... Enfin, idéalement, si tu bookes quelqu'un, parce que j'imagine que, je sais pas... un gros artiste, si il dit tiens je serai à tel festival, moi j'irai probablement à tel festival si je le suis sur Insta. Ils le font normalement, de toute façon c'est tout dans leur intérêt de montrer qu'ils tournent, qu'ils sont dans tel et tel endroit. Après t'as pas d'obligation, enfin nous on contractualise pas en tout cas certaines obligations de faire X posts, X trucs, on fait beaucoup de cross-posts avec eux mais en fait ils aiment bien le projet. Donc c'est plus facile quand c'est un projet qu'ils aiment aussi de... On pourrait presque les rémunérer avec un code s'ils viennent avec... Tu prends 10% de chaque... Non, on les paye déjà... Enfin, je trouve que les cachets artistiques, c'est très bien comme ça. Le plus gros cachet artistique que tu as fait, c'est combien ? Je pense que c'est 120. Tu vois, c'est pas si... Quand j'entends d'autres cachets et tout... 120 pour une soirée, une date. Ouais, pour 2 heures. Pour 2 heures. Un DJ ? Ouais. Homme, femme ? Une femme. Belge, française ? Belge. Ok, je vois. Pas francophone, non ? Je m'arrêterai ici. Non, mais après, t'ajoutes les trucs en plus. Enfin, tu vois, c'est des dépenses où t'as beaucoup d'add-on, de choses comme ça. Donc, ouais. Non, c'est intéressant. Et en effet, comme tu le dis... j'hallucine toujours un peu là-dessus parce que, en fait, hier, on en parlait avec Aurélien et lui, il me dit c'est plus gros cachet, c'est plutôt 30 000, tu vois, quelque chose comme ça. Et non, mais bon, c'est pas les mêmes écosystèmes. Lui, il a 1700 personnes maximum. Oui, au virage, et puis en club, enfin, tu sais, les DJ, ils ont pas la même grille tarifaire en fonction du nombre de personnes, du lieu, du pays, du club, si c'est un club, si c'est un festival. Et puis il y en a, en fait, ça dépend des clubs, ça dépend des choses, mais il y en a, tu vois, que quand moi j'ai reçu ici... je sais pas moi, Bob Sinclair, il y a des années où il passait d'une boîte à l'autre en jet, donc dans la même soirée, en effet, quand tu mets déjà 20 000 € de frais de déplacement, derrière le tarif c'est quelque chose, mais c'est fou, tu te dis en effet, et alors des DJ ou des gens comme ça, quand ils viennent, ça va de certains qui... vont te faire un set juste dans ton décor, ils posent leur musique et puis ils s'en vont, à d'autres qui vont te faire toute une scène de ouf, etc. Ouais, c'est la différence entre le DJ set et le live. Et après, tu as différents types de live. Tu as des gens qui viennent, qui ont 2-3 machines. Tu en as d'autres qui ont des énormes installations. Tu as un groupe qui est incroyable, Oracles Orchestra. C'est le DJ Oracles plus un orchestre classique qui font de la techno. Et ils arrivent à 2 tourbus, c'est des installations de zinzin et leur show est exceptionnel. Enfin, ça te hérisse les poils direct parce que t'as l'instrument aussi, plus la techno. Enfin, c'est assez ouf. Ça va du simple au double. Donc, ouais, ça peut être... T'as des expériences différentes et du coup, il faut aussi, dans les conditions techniques, des scènes adaptables. Mais ça, c'est tout le travail du directeur technique. En fait, quand tu reçois les contrats, t'as les riders hospitality, donc qu'est-ce qu'ils veulent dans leur loge, leur truc, leur machin, et t'as des riders techniques qui demandent, il faut une scène minimum de temps, ces lumières-là, ces trucs. Ça, tu dis ça oui, ça non, ça... Et après, ils appellent. Est-ce que vraiment il faut ça ? Est-ce que... Enfin, ça, c'est de la négo aussi. S'arranger. Ouais. C'est vrai que j'ai vu... Qu'est-ce que j'ai vu ? Alors, il y en a de très simples, mais qui étaient très beaux. J'ai vu un DJ chauve qui doit avoir pas loin de 50 ans. Comment il s'appelle ? Polka ? Oui, exactement. Qui fumait. Alors, il s'était tout filmé en noir et blanc. Il y avait pas mal de caméras. Je sais pas si tu l'as déjà vu, sa scéno à lui. C'était assez beau, en fait. Tu voyais des caméras qui étaient proches de ces platines, et puis d'autres un peu plus loin, etc. Et puis avec une lumière. Donc, c'était assez beau, mais simple, tu vois. Et il fumait tout le temps. Je suis pas sûr qu'il fumait que des clubs, d'ailleurs. Et puis, c'était assez sympa parce qu'il a un truc assez englobant. Donc, c'était assez rigolo. Et puis, Damso, qui fait un truc où enfin, je m'y attendais pas forcément. C'est-à-dire que c'était une vraie scéno avec des danseurs et des trucs. Je le voyais pas forcément comme ça, en fait. C'est vrai que c'est assez impressionnant, quoi. Ah ouais.
C'est des performances différentes. C'est pas les mêmes performances. Et dans les deux cas, c'est OK. Les gens viennent aussi pour des choses simples de temps en temps. C'est ça. Et puis, quand tu viens voir un DJ, tu t'attends à ce qu'il soit DJ. Enfin, tu vois, c'est génial s'il y a d'autres propositions et des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire. T'as des DJ qui s'investissent énormément, qui travaillent leur entrée en scène, leurs trucs et tout. Mais en fait, on te demande de jouer de la musique et d'être attentif au public pour leur faire passer un bon moment. Donc, si le contrat est rempli, c'est trop bien. Tu as des revenus annexes. On pourra revenir sur l'artistique, je passe à autre chose, mais je pensais à la diffusion en fait ensuite, parce que dans les derniers endroits, tu vois de plus en plus de drones qui viennent, qui filment, de choses comme ça. Tu te dis, est-ce qu'il y a des diffusions ensuite après ailleurs, sur YouTube, possiblement sur Netflix ou des choses comme ça? Il y a des... Alors écoute, pas pour l'instant, mais si Netflix nous écoute, je veux bien qu'on prenne rendez-vous. Non, blague à part, je suis en train vraiment de réfléchir pour l'année prochaine ou celle d'après à justement comment documenter ce festival, que ce soit Sonora ou Madame Loyal, les deux festivals. Comment avoir un média ou quelque chose qui continue de faire exister le festival après le festival pour laisser des traces. Et en fait, parce qu'il y a ce côté, l'expérience, l'immersion, on y est. Mais il y a plein de choses derrière. Il y a plein de gens qui font partie de ces aventures-là. Donc effectivement, que faire de ces images-là et pas uniquement de l'after-movie et des posts de remerciements et tout, ce qui est très très bien. Mais comment créer une sorte de documentaire ou vlog une fois par mois pour rentrer un peu plus dans cet univers et voir qu'est-ce qu'il y a derrière vraiment un festival sur un an. Tu vois. Sachant que, comme tu le disais, tout n'est pas enregistré. Les scènes sont enregistrées quand même. Il y a une captation. Ça dépend. On commence tout juste là. Ouais, on commence tout juste. Parce que c'est vrai que, tu vois, quand j'y pense... alors là, je pense à The Blaze, qu'il vient de sortir un album qui est enregistré à... c'est je vais la voir, mais je l'ai là, folk, c'est ça. C'est live... Royal Albert Hall, et puis moi dans les choses que je peux écouter dans un tout autre registre, mais du Bob Marley qui a quasiment enregistré presque tous les concerts, probablement pas tous, mais il y a plein de lives de Bob Marley, et en fait dedans tu trouves des pépites, des émotions que t'as pas sur la même grâce. Ouais. Donc c'est vrai que c'est assez cool de pouvoir, enfin en tout cas pour marquer l'histoire pour l'avenir, c'est aussi un truc intéressant, je pense. Il y a vraiment une volonté de voir comment on peut documenter, et en fait j'ai un peu ce truc de... Il y a ce que tu vois dans le festival et les paillettes que ça te met dans les yeux, mais il y a tous les gens qui travaillent derrière. Moi, je me suis pris de passion. J'avais jamais vu, mais les lighteux, ceux qui sont dans les consoles, tu sais, qui s'occupent du son, des lumières et tout, c'est des tarés. Non, mais ils sont trop forts. T'as trop raison. Alors ça, j'ai vu moi, j'ai envie de faire des live Twitch, d'avoir la scène, mais surtout d'avoir un focus console et de voir comment... c'est des artistes. Moi, je voudrais pas une programmation de lighteux. Enfin, tu vois, et ces gens-là, il n'y a pas la lumière sur eux non plus, tu vois, paradoxalement. Il y a plein de maillons de chaînes, en fait, et j'aimerais trop qu'il y ait des choses qui soient dédiées. Ça, les backstage. Tu vois, ouais, vraiment de comprendre quel est leur travail et comment ça se construit. Parce que, oui, il y a des artistes, et attention, je les adore d'amour, mais c'est pas que ça, le festival. Et puis, c'est les gens qui viennent, c'est ces gens-là, c'est ceux qui travaillent au bar, c'est la sécurité, enfin... Moi, je suis trop reconnaissante des équipes à chaque fois, parce que sans les équipes, tu fais rien, déjà. Mais c'est surtout de voir... moi, c'est ma boîte, c'est mon bébé. Donc, c'est normal que je sois investie. Mais quand tu vois l'investissement des autres qui sont passionnés par le projet, qui trouvent leur compte, qui donnent tout et qui font un travail incroyable et qui sont trop forts. Surtout, t'es là, mais genre, chapeau, quoi. Les lighteux, j'en ai vu, tu sais quoi, je connais pas ça évidemment comme toi, mais j'en ai vu, et c'est là où je te dis, moi, je serais client de ce genre de film, parce que j'en ai vu des mecs, mais à donf derrière leur truc, et où tu les vois qui dansent à moitié, puis quand le DJ ou le groupe envoie, qui envoie leur truc, en plus, c'est de plus en plus, c'est eux qui gèrent aussi les fumées. Ouais, t'as un trucs. Mec, mais ils sont au même endroit, ouais. Et ils se parlent, c'est ouf, genre, c'est incroyable. Et tu sais, ils bidouillent leur machine, leur ordinateur, c'est comme des gros gamers, mais de light, je sais pas, il y a un truc, ça me fascine. Genre, c'est fou. Extra. Vous allez le déployer jusqu'où? Parce que là, vous sortez du territoire, donc en Suisse. Mais tu pourrais t'envisages d'aller dans des pays non francophones, de choses comme ça, ou c'est pas... Oui, là on est en discussion avec le Canada. Ok. Ouais, pour l'année prochaine. Donc ça va arriver très très vite. Et on commence les discussions avec l'Espagne.
D'accord. Donc le Canada, on a envie de le faire aussi sous format licensing parce que un autre territoire et c'est un peu plus loin et voilà. En revanche, l'Espagne, on a vraiment envie de créer un petit tsunami là-bas et de faire de la coprod et de s'implanter. Ils font pas trop de festivals en Espagne ou... Si, c'est une terre de festivals. T'en as des énormes. Il y en a où, pareil, prenez-moi en stage, genre le Primavera, Sonar. Enfin, t'as des Sonar, institutions. Sans mentionner Ibiza où t'as des line-up incroyables. Donc, je pense que puis le délire cirque, tu vois, ça marcherait complètement là-bas. Donc, on est en train de réfléchir à un petit projet de développement. Extra. L'approche, justement, cirque et forain, c'est quelque chose qui vous marque, vous, qui te marque, toi. Ça se voit de plus en plus quand même ailleurs. C'est quelque chose que vous avez inventé, dont vous êtes inspiré, ou que vous avez juste accentué? Je pense qu'on n'a rien inventé. Enfin, de toute façon, personne n'a pas inventé grand-chose quand tu regardes des festivals ou ce genre de choses. Ça s'est fait au fur et à mesure. C'est de la construction. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'on n'a rien inventé. Maintenant, on a accentué et on a su prendre les bons ingrédients pour créer quelque chose qui ressemble à pas grand-chose d'autre. Mais en soi, on n'est pas révolutionnaire dans l'idée de mettre des manèges dans un festival. Voilà. Par contre, c'est tout ce qui l'accompagne autour et comment ça s'imbrique dans une narration, dans un ADN, où on le fait ressortir. Il y a peut-être des festivals qui ont plus de manèges que nous, mais c'est pas une fête foraine électronique et c'est pas leur... Enfin, voilà, ça marche pas pareil, ça a pas le même impact. Nous, c'est vraiment l'histoire qu'il y a autour, tous les performeurs, tous les trucs. Je pense que... C'est marrant, on parlait de culturel tout à l'heure, on évoquait aussi Rose, le festival de Big Flo et Oli, j'allais dire, ouais. Et, qui a lieu il y a pas longtemps, là. Ouais, le week-end dernier ou quelque chose comme ça. Et alors, le principe, c'est que tout le monde est en rose, c'est ça, hein, tout est rose. Mais c'est super malin. Mais c'est très drôle. En fait, c'est très drôle. Mais ce qui est drôle, c'est de pouvoir imposer des choses, en fait, comme ça, aux artistes. Ils essaient de l'imposer aux partenaires. Tous ne sont pas d'accord. mais en l'occurrence... c'est assez drôle le côté DA, direction artistique des festivals, hein, quand même. Mais les gens sont hyper friands parce que finalement tu vis une expérience et tu fais partie de l'expérience aussi, tu vois. Ça m'est venu parce que je pensais justement à l'expérience chez vous, quoi. Il y a un côté dans le cirque et forain, il y a un petit côté comment ça s'appelle, Burning Man quelque part dans certains de vos festivals, en tout cas quand on regarde Ouais, après on en est quand même loin, mais c'est vrai que je pense qu'avec la multiplicité des dates, c'est pas qu'on a perdu l'âme, mais on a envie peut-être l'année prochaine de réduire pour retourner. Tu vois qu'il y a une zone de confort qui a été mise pour mettre les gaz sur le développement. Et du coup, là, on a envie de diminuer un peu les dates pour retourner dans le côté ADN et se reposer autour d'une table et se remettre la tête dans les étoiles pour remettre un cran au-dessus. Là, pour nous, c'est le moment justement d'aller chercher un peu plus de contenu pour les gens, pour retransformer l'ADN de Loyal, pour l'affirmer encore plus. Donc au-delà de la programmation. Ouais. La progrès, c'est bon, on sait que ça marche, on a trouvé comment construire les trucs et tout. Là, ça va être plus... ok, on a compris qu'on avait des manèges, on a compris qu'on avait des performeurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour rendre encore plus fou l'expérience et aller toujours plus loin, tu vois. Donc, ça va être la thématique de l'année prochaine, avec l'international. Et là-dessus, en fait, comme je n'ai pas vécu l'expérience, c'est vrai que entre la promesse de vente et le résultat, tout le monde est transporté, tu dirais. Enfin, je veux dire. Ça fonctionne. Après, on a déjà sur certains événements reçu des remarques et des critiques qui étaient hyper justifiées. Donc, c'était hyper intéressant aussi de les prendre et de se dire ah mais ouais, en fait là ils ont complètement raison. Faut que ça, on puisse le changer et tout. Mais oui, je dirais que t'es quand même assez vite transporté. La petite de Paris, elle est magique. Pour moi, c'est le petit écrin. Ça, c'est l'original. C'est la version originale. Elle se passe quand l'année prochaine ? Là, on en a une le 27 pour finir la saison. 27 septembre ? Ouais. Je sais pas si on sera sorti le 27 septembre sur l'épisode. Mais bon, ok, sinon on sera l'année prochaine. Faut suivre quoi ? Vous suivre sur les réseaux sociaux ? Vous avez un email ? Instagram avec toutes les dates. Ok. Les trucs. Ouais. Faut suivre là-dessus pour être certain de ne pas louper si on aime ou tester l'expérience. Et celle-ci, il y en a 2 par an, généralement ? 6 ou 7 à Paris. Ok. Ouais. Et tu peux en faire en plein hiver ? Non, tu m'as dit début avril, c'est ça ? Ouais, on fait début avril et là, la dernière, le 27 septembre. Donc en fait, l'hiver, vous foutez rien, c'est bien ça ?
Écoute, on prépare l'année d'après, on prend des congés, on va essayer cette année. C'est vrai. Encore. Mais ouais. Et alors, la petite sœur ou l'autre festival, comment s'appelle-t-il? Pardon, je l'ai plus. Sonora, j'allais dire Sonoma, donc j'étais pas loin. Pas loin. C'est donc plus art techno, tu dis. Alors, Sonora, à l'inverse de Loyal, où on est dans un truc hyper paillettes, solaire, etc., Sonora, c'est un peu plus sombre, un peu plus droit, un peu plus... c'est techno, c'est retour aux sources des grands événements techno, mais en fait, quand tu sors un peu à Paris, etc., pour de la vraie techno en mode rave, t'es vite dans des trucs où t'as 3 toilettes, le comptoir en bar en palette. Enfin, tu vois, c'est pas du tout le confort comme nos cousins hollandais qui sont trop forts pour faire des trucs comme ça, hyper bien organisés. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire ça. Et c'était un projet qui trottait dans notre tête depuis un petit moment. C'est un gros délire, je suis sur l'Instagram. Ouais, c'est un gros délire. Et en fait, c'est un peu c'est de l'immersion technologique, visuelle, et du gros son et des prestations, des qualités d'accueil qui sont irréprochables. Tu vois, tu fais jamais la queue, t'as 12 000 toilettes, tout est propre et tu peux taper du pied pendant 12 heures. Pendant 12 heures. C'est le genre de... Ça commence tard la ou promesse. Non? Oui, c'est un 18h, 6h, okay. 8h, 5h. Waouh. Dis donc, artistiquement, c'est assez marrant, ouais. T'as des monolithes dans la salle, en fait, le grand écran, et tout se répond. Et voilà, et c'est là, la boîte qui fait ça, et les lighteux, le fameux coup de grâce que j'avais eu, c'était sur le premier Sonora où j'ai fait, mais vous êtes complètement fou, quoi. Ouais, t'as tous les poteaux qui sont... C'est des totems, en fait, énormes qu'on met dans la salle, et genre, ouais. tout est retransmis, et l'écran, en fait, t'as une sensation de profondeur. C'est même mieux de se mettre au fond de la salle pour Sonora, parce que du coup, t'as toutes les réponses des totems partout, et c'est de la stimulation visuelle importante. Mais ouais, j'ai pas le son avec là. Sans le son, ça donne envie d'y aller. Ça tabasse le son. Ouais. Oula. Faut y aller. Faut l'entendre quand même. Voilà, on est sur du BPM bien sérieux. Non mais honnêtement, moi j'aime bien les expériences, ça donne quand même envie d'aller voir. Faut passer une petite heure quand on peut voir. Waouh, ça a l'air... Et ça se passe où, tu dis? Pareil, même schéma itinérant. Okay. On a commencé la première, on l'a commencé à Bordeaux. Parce que comme je parlais des partenaires tout à l'heure, Red Bull, Brasseur et compagnie, mais maintenant on a noué des liens très forts aussi avec des lieux qui nous accueillent. Et le Parc Expo de Bordeaux, il en fait partie. On est devenus très copains avec eux. C'est une équipe géniale et ils nous accompagnent un peu dans toutes nos folies. Et du coup, on s'est dit, la première de Sonora, on va la faire là-bas. On connaît très bien l'exploitation, le lieu et tout. Enfin, c'est facilitateur. Donc on a commencé à Bordeaux. Et ensuite, on a fait le choc des titans. On a mutualisé et Madame Loyal et Sonora pour une édition spéciale collaboration en mars dernier à Villepinte. Okay. Donc, tu avais un hall Sonora, un hall Loyal, des extérieurs. Et ça, c'était assez fou. Parce que les gens ne savent pas que c'est la même équipe derrière ça. Mais du coup, ça fait le choc de deux mondes. Enfin, tu passes du cirque des paillettes à Sonora. Et du coup, c'était assez fou. Ouais. C'était sympa comme choc des titans. On a fait le même choc des titans à Bordeaux en juin, là. Et ça permettait aussi de créer des ponts et de profiter des dynamiques des deux marques pour faire découvrir et faire des croisements. Et là, l'année prochaine, on va redécroiser et reséparer Sonora et Loyal. Mais c'était cool de faire des crossovers pendant un an, quoi. En termes de croissance, c'était hyper intéressant. C'est vraiment, faut aller regarder les pages Insta. C'est vraiment artistiquement un gros délire. Là-dessus, non mais honnêtement, ça donne envie d'aller vraiment d'aller voir. Je pense c'est beau, c'est super beau. T'as raison. Et puis en effet, je pense que le côté de chiottes un peu cracra, de plein de trucs, ça me donnerait pas envie. Mais là, fini. Ouais, c'est fini. Après, la question que je me pose en t'écoutant, c'est alors, est-ce que c'est parce que je baigne un peu dedans, alors quoi que j'ai fait Hellfest, mais le Hellfest, tu vois, tu comprends quand même que c'est l'épisode, que c'est quand même un truc de vieux. Enfin, sans exagération, on comprend entre les lignes, c'est même presque souvent des gens qui ont même un certain patrimoine, enfin qui vont quand même des certains revenus. Ça a l'air super bien fait, etc. Mais c'est pas. Ma question là, c'est plus sur les générations. Est-ce que on sent une prédominance de ouf du rap quand même dans
sur Spotify, dans la musique en général. Est-ce qu'il y a un... j'ai le sentiment, mais c'est juste parce que j'y suis plus sensible sur les réseaux sociaux, d'avoir quand même un petit retour de l'électro, house, même tu vois, des trucs un peu plus hard. Est-ce qu'il y a un retour de l'électro ou est-ce que c'est juste une question de génération et chez les 12-20 ans, en fait, ils sont full rap et ils s'en foutent? Je saurais pas apporter vraiment de réponse parce que je suis pas une experte là-dessus et loin d'être sachante sur des grandes tendances comme ça et je pense même qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Enfin, on le voit que des festivals qui fonctionnent bien, c'est les festivals de rap et les festivals de techno et électro. Et il y a aussi un public qui écoute énormément de rap et énormément de techno. Et il y a des ponts. Et en fait, ça, depuis toujours. Enfin, quand tu regardes, il y a 20 ans... J'en fais partie, en l'occurrence. Voilà. T'as des gens qui font des prods techno et qui, en même temps, font de la prod pour des rappeurs. Et ça, depuis toujours. Donc, je pense que c'est deux milieux qui ont été stigmatisés longtemps pour des raisons différentes. D'un côté social, d'un côté consommation. Enfin, voilà, il y a des raisons différentes, mais le constat a été le même. Et là, bah, justement, quand je parlais du fait que ça devient un peu plus mainstream, ça se démocratise, bah, le rap aussi, et l'électro et la techno aussi. Et je maintiens, c'était pas mieux avant. Moi, j'aime bien que ça puisse être accessible à tous et pour tout le monde. Donc, ouais, non, je pense que ça a de beaux jours devant soi. Je pense que le confinement et TikTok a joué un rôle prédominant sur l'essor de la art techno. T'as des gros DJ art techno parce que là ce sont des jeunes, Sonora, ce que je vois là sur du jeune potentiellement, enfin pas que on est sur du 18-25 et quoique ça pousse encore un peu parce que t'as, comme je te disais, les gens comme moi qui veulent taper du pied mais qui veulent du confort, c'est du Sonora. Mais t'as une grosse vague, t'as un gros essor, une grosse vague art techno qui a été ça a été beaucoup décrié aussi, ce schéma-là de pousser par les réseaux sociaux dans certains styles de musique, mais le résultat est là et du coup ça permet à des nouveaux concepts de voir le jour. Toi, t'es pas allé dans le rap ou justement J'écoute énormément de rap. Je suis fan de rap, mais c'est vrai que pour l'instant je produis pas. C'est pas. En fait, on y a réfléchi. Je pense que c'est pas une porte que je fermerai, mais c'est une économie différente. C'est vraiment une économie différente. C'est même, j'ai envie de dire, un univers. C'est plus difficile. Enfin, tu devrais mal dire j'ai fait un univers féerique dans le rap. Quoi. Tu vois, c'est pas ça correspond. J'adore les challenges. Ouais. Non, écoute, je pense qu'il y a. On n'a pas encore trouvé le créneau et peut-être qu'on le trouvera pas. Enfin, il y a déjà bien assez de travail, mais c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes comportements de consommation. Tu mets ta place, mais c'est pas le même portefeuille. Il faut pas mettre trop cher aussi. Et en même temps, les groupes, ils coûtent. Les artistes de rap, ça coûte super cher. Les conditions d'accueil aussi, c'est quelque chose, tu vois. Les bars, ils fonctionnent pas beaucoup pendant les concerts de rap. C'est vraiment un comportement de concert. En fait, les gens, ils sont fans, donc ils restent devant le show et tu vois, t'as moins ce truc. C'est plus jeune, il y a moins d'argent. Ouais. Le bar fonctionne pas, les tickets sont moins chers, les artistes sont chers, toute l'infra est aussi chère. Enfin, business de merde. Non, je pense que si t'as des subventions, que t'as des sociétés derrière, qu'il y a des trucs avec la ville institutionnalisés et tout, oui, mais c'est pas ce que je sais faire, donc je vais continuer d'aller écouter. Je vais continuer de produire d'autres trucs. Ouais. Et sur toutes les musiques, en revanche, là, quand je vois Sonora, quand tu fais, j'ai pas voulu le faire trop tôt parce que quand tout à l'heure tu dis univers féerique, expérience chez vous, etc., il y a quand même un moment où très vite t'associes tout cet univers à de la drogue. Enfin, on peut pas le nier, c'est le cas. Comment on vit là-dessus? C'est quoi votre rapport à tout ça? Je pense qu'il faut pas se mentir et qu'il y en a. Oui, évidemment, mais comme beaucoup d'endroits maintenant. Le principal, c'est la sécurisation et la sécurité du public, quand j'y reviens, tu vois. Donc, on a des stands de prévention, on a des stands de tests de drogue sur place, sur les festivals. Il y a des maraudes aussi. Non, mais c'est hyper important, tu vois, c'est de la réduction de risque. Genre, tu veux prendre quelque chose, en fait, et puis c'est apprendre aussi
nous, notre public, il est assez âgé. Enfin, 25-35, c'est des gens, ils ont un peu roulé leur boss. Si tu fais de la teuf, tu sais consommer, donc tout se passe bien. Mais t'es un nouveau public, c'est aussi leur montrer assez âgé, 25-35. Calme-toi. Je t'aimais bien jusque maintenant. Je retire ce que j'ai dit. Mais c'est aussi montrer que, en fait, la drogue, c'est illégal, c'est pas bien, mais que si tu le fais quand même, fais-le bien, en gros. Donc, il y a ça. Maintenant... l'association, enfin, il y a énormément de gens qui viennent, qui ne boivent pas, qui ne prennent rien, qui adorent juste la musique et se défouler. Enfin, de plus en plus. Bah c'est ça c'est assez drôle. Ouais. T'as des grands mouvements, on le sent aussi. Hein, au bar, on met plus de références de soft. T'as une bière sans alcool. Enfin, tu sais, il y a aussi une conscientisation de santé qui joue pas mal. Donc, écoute, je pense que il y en a, oui. Mais en tout cas, chez nous, c'est pas un fléau, quoi. Ok. Il n'y a pas trop de soucis liés à tout ça. Ok. Non, c'est vrai que c'est hallucinant, cette histoire de testing et de choses comme ça. En effet, à la fin, c'est un peu du bon sens. Tu te dis, de toute façon, soyons honnêtes, il y a des drogues, donc voilà. Mais c'est vrai que moi, je viens d'un monde où tu vois, oui, tu avais des drogues, mais enfin... te dire qu'il y a des endroits où on peut tester une drogue alors qu'elle est interdite, tu dis... Ouais, mais c'est pour mettre la lumière sur tous les dispositifs qui sont mis en place. C'est des gens c'est le CARUD, c'est des associations, et en fait, c'est le réflexe, tu fais tester ta drogue là, mais en fait, c'est que tu peux aller à Paris aussi le faire, et c'est ce qu'il faut faire, et du coup, c'est des bons réflexes, quoi. Intéressant. Vous allez le déployer jusqu'où, ce modèle? Alors, tu sais, toi, c'est quoi tes ambitions? C'est de faire toujours plus gros, plus d'événements, des plus gros? Pas plus gros. Non. Non, pas plus gros, parce que en fait, c'est des paliers. Et quand tu changes de palier, c'est encore une autre économie, c'est encore d'autres risques. Donc, je pense que d'avoir trouvé sa zone de confort, c'est important et il faut savoir le garder. Et du coup, au lieu de faire plus gros et un par an, on garde et on fait plusieurs, ce qui permet d'effacer aussi les risques. Parce que si tu en as un qui se passe mal, en fait, tu en as quand même 10 autres pour rattraper et tu capitalises pas tout et une année sur un. Donc, c'est aussi intéressant. Et après, les stratégies, ça va être le développement à l'international et voir les opportunités que ça nous apporte. Après, je vais suivre un conseil, c'est faut aller vite mais jamais se précipiter. Donc on verra où ça nous mène, ouais. Intéressant. Le développement pardon, j'étais en train de penser à autre chose, mais le développement d'un modèle comme ça, il passe en franchise par t'as des besoins externes de financement ou de choses comme ça, ou vous êtes toujours tout autofinancé, tout va bien? Pour l'instant, on est toujours tout autofinancé. Ouais. Ok. Ouais. En termes de cash, vous n'avez pas des gros des besoins de trésor, choses comme ça? Non. Non. En fait, tu arrives à payer tes événements avant qu'ils sortent, c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure. C'est des vases communicants, mais du coup, vu qu'il y en a plein sur l'année, tu as un cash flow de trésorerie qui est toujours présent. Donc ça, c'est intéressant. Et que tu dirais, il y en a sur les 15, il y en a qui se passent mal, tu disais. Il y en a sur lesquels tu perds de l'argent? Donc, ça arrive? Oui. Ouais, tu peux. Après, il vaut mieux que tu perdes de l'argent sur un petit format, parce que quand tu perds petit argent, quand tu perds sur un gros format, tu perds gros argent. Ouais. Voilà, c'est ça. c'est ça. Et puis, c'est des choix aussi. Il y en a certains qu'on a dû annuler. En fait, c'est des choix qui sont plus faciles quand on a plusieurs. Et alors, attends, quand tu perds de l'argent, c'est pas que la météo. Ça peut être genre une mauvaise programmation, une mauvaise communication. Oui, ou tu t'es mis en face de X événements et t'avais pas capté. Et en fait, finale de la Coupe du Monde de foot. Ah zut! Mince, j'avais pas vu. On aurait pu le faire celle-là. C'est ouais. Mais ouais, du coup tu te dis, tu vois les ventes ça décolle pas. Enfin, ok. Bon. Ouais, tu me diras l'année prochaine il y a un euro. Je suis à peu près. Attends, c'est un euro ou un mondial l'année prochaine? C'est un mondial l'année prochaine. Un mondial. Il y a un mondial. Je suis à peu près certain que le week-end de la finale, il y aura plein de festivals. Ah oui, peut-être. Est-ce que c'est les mêmes publics? Est-ce que ça empêche? Je sais pas. Sinon, non, au pire, mais tu diffuses, plus en phase de. Si tu te mets en phase de gros, tu vois. Ou des festivals dont c'est une institution et en fait tout le monde y va et ton public y va aussi et du coup,
pas de public, quoi. Ouais, tu t'envoies sur un gros festival à Lille ou à Bruxelles alors que t'as Tomorrowland le même week-end. Par exemple. Trop bien. Par exemple. Ok. C'est à ne pas faire. Et quand t'annules, c'est pourquoi? C'est que tu vois avant que ça va pas être rentable et que si jamais ça peut t'arriver, ça? Si jamais tu vois que ça part pas comme il faut? Ça peut arriver. Si on voit qu'on court à la catastrophe, vaut mieux perdre 30 000 de frais engagés plutôt que 300 000. Ouais, on l'a déjà fait. C'est jamais des décisions qui sont faciles à prendre, mais il faut savoir s'arrêter. T'as jusqu'à combien de temps avant le festival pour l'annuler, tu crois? Tu peux l'annuler la veille. Hein. Enfin, c'est... Là, c'est chiant, t'as quand même... Ah, mais de toute façon, annuler, c'est pénible. Annuler, c'est jamais facile. C'est de la communication, c'est prévenir les artistes, c'est expliquer. C'est... Le cashless, vous mettez tout ça sur vos festivals, là. C'est des bracelets sur lesquels tu dois recharger et tout. C'est un enfer, en fait, ce truc. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi je peux pas payer avec mon putain de smartphone? On est en cashless hybride, nous. Ok, ouais. Ok. C'est-à-dire que tu peux payer avec ton putain de smartphone. Merci. On a acheté nos propres TPE et en fait, si tu as de l'espèce, tu vas à une tente cashless et on te donne des petits jetons. Ok. Et si tu as ta carte bleue ou tout autre moyen de paiement... C'est pour éviter les vols à l'origine, non? Plutôt. C'est ça, mais c'est aussi ça va plus vite. Enfin, en fait... Mais non, dans la plupart des festivals où t'as que du cashless, ça va pas du tout plus vite. T'as les gens qui sont devant à essayer de recharger leur bracelet parce que t'as jamais assez d'argent dessus. C'est un enfer, en fait. Vraiment. Je pense que oui, c'est vraiment pour éviter les vols. En tout cas, nous, c'est aussi ce qu'on fait. Pour la facilité de gestion, ça va plus vite pour nous. Ouais. Parce qu'en fait, au bar, t'as juste à biper. Voilà. L'expérience client, je sais. Quand un bon cashless qui fonctionne, c'est exceptionnel. Non, mais si tu le fais avec, en effet, si je peux payer avec ma carte bleue, mon téléphone, en fait, c'est beaucoup plus simple, en effet. Mais on est peut-être en train de changer, là. On est peut-être en train de passer au bracelet, on va voir. Donc, peut-être que tu pourras plus payer avec ton smartphone. Fais pas ça. Et l'autre question que je me posais aussi quand je vais, tu disais que vous n'avez pas de bénévoles. Il y a plein de festivals qui fonctionnent avec des bénévoles. Moi, ça me fascine tout ça. On n'en a pas au bar. Vous n'en avez pas au bar? On n'en a pas au bar pendant l'exploitation, etc. Okay. En revanche, on fait appel à des associations qui travaillent avec nous, qu'on rémunère, qu'on finance, et qui nous mettent à dispo des bénévoles, mais ça va être sur le montage. Comme ça, j'aime vraiment qu'ils voient comment ça se monte. Ils arrivent le premier jour, il n'y a rien, et en fait, petit à petit... Et t'en as qui font 10 jours de bénévolat avec nous, ils sont extraordinaires. Mais du coup, on leur crée un petit espace, ils ont un endroit avec une table régie, ils peuvent se poser, mais pendant l'événement, avant l'événement, après l'événement. Ils sont à côté. Le trade-off, l'échange, c'est que pendant l'événement, t'es un VIP, en fait, entre bénévoles. C'est ça. Quoi. Okay. C'est ça. Ok, intéressant. Donc c'est un peu l'idée. Non, parce que sur tous les événements comme ça, tu sais, tous les trucs Ironman, machin, tu sais, t'entends des armées de bénévoles, tu te dis, mais pourquoi font-ils ça si t'as pas de rémunération en face? Et il y en a certains, c'est en effet, je comprends, sur un événement comme ça aussi. Ils sont passionnés, tu vois. Ouais. Enfin, c'est ce que je parlais. Tout à l'heure, je parlais des équipes rémunérées, mais il y a un truc fédérateur dans ce genre d'organisation, tu vois, que ce soit Ironman, Aerox, des festivals de musique, enfin. On en revient toujours à l'humain, au groupe, et on construit ensemble quelque chose d'assez fou, quoi. Il y a combien de personnes sur un festival? Enfin, si tu passes de ton 500 000 à 2,5 millions, moi je parle en budget, mais tu as une vague idée de combien de personnes qui travaillent? Ouais. Sur le lieu. Ça dépend. Si on prend en moyenne, ça va, oui, entre 500 et 1500 personnes. 500 personnes? Minimum. Wow. Et toi, t'en diriges certains? Il y en a encore? Non. Ah oui. Oui. Ah ouais. Moi, sur place, t'es la boss. T'es la boss. Donc 3 Toki, c'est... Ouais. Et tu les kiffes, ces festivals? Tu t'éclates? Alors j'adore mon travail. Ouais. En fait, j'adore l'adrénaline, j'adore... faire... En fait, ce que j'aime, c'est quand je vois que tu te prends toujours 5 minutes et tu vois les gens heureux et t'es là, ok, c'est bon, je sais pourquoi je fais ce truc-là. Mais non, tu as plein de directeurs de chaque pôle et je les manage, ces gens-là. Donc toi, en dessous de toi, tes pôles, c'est quoi? C'est sécurité, bar, c'est quoi? Artistique? À peu près tous les pôles, ouais. Je coordonne, en fait. C'est quoi le plus dur à gérer? La sécu, les flux. Je pense, c'est dur, mais c'est ce qui demande le plus d'attention et qui peut être le plus problématique vu que ça relève de la sécurité générale. Okay. C'est ce qui demande le plus de prépa et d'anticipation, d'attention. Ouais. Il y a des artistes vraiment relous? Non. C'est vrai?
Pas de grosse je pense diva qu'il y et en tout, a, là, mais, qui arrive en retard, qui machin, qui. Non, s'en et puis, fout. tu vois, quand Qui j'écoutais arrive bourré. Non. Non. J'écoutais le podcast là, de Hellfest, de comment ils les Avec accueillent et Johan tout. C'est un Benevé, truc, ouais. c'est fou. Enfin, Son village mais avec chez 250. Chez nous, c'est pas ça du tout. Enfin, Faut l'écouter, un épisode si vous l'avez écouté. Mais... ah ouais, voilà. il est bien l'épisode. Mais non, chez nous, t'as des loges, mais elles sont somme toute très simples, rudimentaires. Il y a ce qu'il faut, mais pas plus. Des Enfin, bonbons Haribo. oui, voilà, par exemple. Non, mais on n'en fait pas un sujet de ces loges-là. En On fait, te demande pas ce que tu veux dans ta loge. À quoi t'es si, artiste. ça, on l'a, parce qu'on a Ok. des riders, ils nous disent ce qu'ils veulent et tout. Ok. Pareil, on ne prend pas tout. Je crois que non. Mais, On n'est pas la coupe dans la loge. C'est pas, viens avec la tienne. Je parlais plus d'une référence de vodka ou d'une autre. C'est vrai. Mais oui, non. Et puis, en fait, ils viennent, ils travaillent aussi. Enfin, tu vois, Ouais. ils viennent travailler. Les gens qu'on doit accueillir et qu'on doit soigner, être aux petits oignons, c'est les festivaliers pour moi. Donc, quand tu as des priorisations de budget, de trucs, voilà. Les loges, c'est simple. Il n'y a pas de fioriture. Ça se passe très bien. Les artistes, ils passent un très bon moment. Ils sont toujours très contents de revenir. Mais il n'y a pas mille trucs. Enfin, tu viens faire ton travail et puis... Un artiste comme ça, tu le gères sur place. C'est intéressant ce que tu dis. C'est les clients qu'il faut contenter. Après, Ouais. c'est vrai que quand tu as une démarche artistique, souvent, tu as besoin, il y en a qui ont des besoins de bulles, un peu, de choses spécifiques parce qu'ils se conditionnent, tu vois, j'imagine. Et ils ont tous des petites tentes, ils peuvent se mettre dedans, il y a un canapé de siège et basta, quoi. Et démerde-toi. Et comment toi tu gères à partir du moment où ils arrivent et au moment où ils repartent, ou tu les fais venir? On les fait venir. Tu Il y a gères les toute la logistique. runs, Ok. il y a toute la log. Alors c'est pas moi, il y a une équipe qui est dédiée à ça. Avec t'as un directeur de programmation et t'as chargé de programme et plus logistique prod, et c'est des tableaux Excel mais de 180 allers-retours de trucs, de machins. Ouais, les hôtels, les trucs. Sur ton plus gros festival, t'as combien d'artistes? Combien de... Je sais pas, une soixantaine, je pense 60, 80. Il faut les Ça gérer. dépend. En 2 jours. Quoi. En deux jours, ouais, c'est ça. Ah bah un peu, Ouais. bah non, 160, du coup, ouais, 2 jours. Wow. Ouais, donc t'es quand même pas loin. C'est 250, lui, il a des groupes, il a des trucs. Ouais. Après, tu comptes, oui. Mais après, c'est aussi des collectifs, ils sont 12, enfin, tu vois, ça monte vite, mais oui, non, ça fait pas mal de monde. Après, ça dépend, mais... Il y en a qui se détestent, qui peuvent pas se voir, il y a des trucs comme ça. Non, on n'a ça pas... tu sais, je pense qu'on est dans la ligne où les gens... Enfin, ça reste des êtres humains normaux, tu vois. Il y a des demandes de loges privées, il y a certaines demandes qui sont OK, mais t'as pas de... Peut-être plus dans le rap, faut faire gaffe aussi. Ça peut frictionner de temps en temps entre ça. Peut-être. Ouais. Non, nous, on n'a pas de... Il n'y a pas eu ça encore. Sinon, ils m'ont pas dit. Hein. Mais c'est possible. Mais non, j'ai pas eu ce truc-là. Et le plus dur à gérer, qu'est-ce qui te saoule le plus? Dans l'organisation des festivals? Oui, après... Pas grand-chose. Hein. C'est vrai. Si, l'administratif. Enfin, tout ce qui est dossier de sécu, là, tous ces trucs-là, ça c'est... Il faut passer par là, mais c'est pas ma passion, quoi. Je suis très contente qu'il y en ait qui s'en occupent. Et ouais, les réunions de préf, c'est bien, mais c'est vrai que c'est pas le moment où tu te dis c'est l'éclate. T'as une famille? Oui. Ouais. Enfin, j'ai des parents. T'as des J'ai parents? un Non, frère. mais t'as pas d'enfants encore? Non, j'ai ok. pas encore d'enfants. Est-ce que tu fais que bosser, non? Je bosse pas mal. Mais on est en train de justement travailler sur l'équilibre vie pro, vie perso et tout. C'est un peu le schéma. Tu lances des boîtes, il y a tout, ça marche. Et maintenant que ça marche, on remet un peu les curseurs et on se repose les questions sur maintenant comment jongler et comment avoir un rythme de croisière pour ralentir le rythme. Mais surtout que dans ton schéma, toi, l'endroit où tu es dans ta vie, en l'occurrence, tu fais quand même la partie potentiellement un peu bureau à Paris toute l'année. Et puis. Et toutes les tournées. Toutes les tournées. Il y en a que t'as pas faites? Non. Là, même pendant tes vacances, là, cet été. Je suis partie quand je n'en avais pas. Ok. Ouais. T'as jamais loupé un festival? Non. J'en le prépare. si, ça va arriver, je te le Je souhaite. suis déjà partie plus tôt. Mais 2 En fois stress. en 10 ans, avec le téléphone comme ça sous l'oreiller. Mais non, pour l'instant, mais ça arrivera, ouais, bien sûr. Tu restes jusqu'au bout à chaque fois? J'ouvre le chantier, je ferme le chantier. Ça fait quoi en horaire?
déjà, en termes de longueur sur le montage, on commence à monter le dimanche. Donc, imaginons, on joue vendredi, samedi, on commence à monter samedi ou dimanche d'avant. Donc ça, je suis là, je viens tous les jours. Et après, en fermeture, c'est genre le mardi ou mercredi d'après. Et en termes d'horaire, ça dépend. Mais en général, sur un 16h, 4h, j'arrive, il est 11h. Et je repars et il est 7h, 8h, 9h. Ça dépend. Si tout se passe bien, tu peux partir vite. S'il y a des choses à rechanger et tout... Et de temps en temps, en plus, t'as un deuxième jour le lendemain, donc tu... Ah, toujours. Ouais. Tu dors sur place? On est logé à côté. Okay. Ouais. C'est une petite colo. On bouge tous ensemble. Ça, c'est marrant. Ça, c'est très marrant. C'est très, très drôle. Vous avez pas de tourbus, en revanche? Si. Ah, ça, c'est cool, ça. Mais il bouge pas trop. Ouais. Il reste à Paris. Et c'est là-dedans qu'on loge les équipes à Paris, là, quand on fait les petits paris. Ah, vous avez un tourbus à vous? Ah ouais, on est bien équipés. Ouais. On a des ateliers à 1 heure de Paris. Mmh. Ça a été ça aussi. Vu qu'on a qu'on a fait plein de dates, on mutualisait, on préférait acheter plutôt que de louer. Donc il a fallu avoir des ateliers, du stock, de l'entrepôt. Donc t'es light, pas tout. Il y a des trucs qu'on loue, mais on a des kits en fait, des kits pour aménager ces fameuses loges, des kits de tentes pour les stands. On a des kits, tous les kits Signa, tous les trucs comme ça, les guirlandes de guinguettes. Et les ça, toilettes, c'est dans... Non, les toilettes, c'est pas nous, ouais. Il y a un spécialiste qui fait les toilettes, des marathons, des trucs, des machins, un peu, qui fait toutes ces toilettes. C'est ça, Okay. spécialiste de la toilette. Et par contre, on a nos propres semi-remorques. Enfin, on a nos camions, nos poids lourds, et on fait bouger nos décors, nos trucs. T'as tes poids lourds à toi? Il y a écrit Madame Loyal sur la cabine. Je n'ai pas mon permis de conduire, mais j'ai un camion. Sur la cabine? Mais pas sur l'arrière? Sur l'avant et sur le côté. Sur la toile. T'en as combien? Pas sur la toile. La toile, mais... T'as combien sur les remorques? 1 ou 2? Je sais plus. C'est un délire. Après, il te faut un chauffeur de poids lourd et tout. C'est quand même... le troisième associé, Guillaume, a passé son super lourd. J'adore. Ouais. Lui, c'est l'artiste des 3. Il construit tout, il répare tout. Il est exceptionnel. Genre, c'est Burning Man. C'est vrai. Et du coup, c'est lui, il vit... il bosse beaucoup à l'atelier. Mmh. Il a tout reconstruit là-bas. C'est... Ouais. Dès qu'il y a des trucs à reconstruire, à fabriquer sur place, un peu une équipe de fous sur l'aménagement site. C'est 12 garçons qui nous suivent partout, qui font tout. Ouais. C'est qui le patron? Dans quel sens? C'est qui le patron? Il n'y en a pas. Non, je pense en termes de lead, équipe et business. Non, je pense que tous les 3, on a assez. On se répartit. On est fragments de patrons, on va dire. Ce qui est plutôt pas mal. Comme ça, on peut jongler sur les sujets. Elle a fait l'ENA, elle me ment. Réponse politiquement correcte. Et ça fait combien de chiffres au total, votre aventure? Chiffre d'affaires? En CA? Ouais. Sur l'année d'avant, je crois qu'on était à 8 millions. Ok. Et là, du coup, ça a monté cette année. Je sais pas les chiffres. Mais... Vous avez frôlé les 10 ou... Non, j'espère. Ah, belle croissance. Belle croissance pour quelque chose qui fait il y a 10 ans... Vous êtes 3 associés? 2019. Ah oui, mais oui, je suis bête, pardon. Les 2 ans de Covid. Les 2 ans. Donc en vrai, la vraie année, c'était 22, 23. Ouais. Ouais, c'est parti fort. Alors, c'est des métiers dans lesquels il y a beaucoup de chiffre d'affaires. Ouais, et c'est compliqué, c'est ça. C'est toujours ce qu'on a vu. C'est la marge. Tu vois, on en parlait dans les boîtes de nuit, ça peut être... alors après, lui, il a baissé parce qu'il m'a raconté que c'était plutôt désormais 2-3%, alors qu'avant, ça pouvait être 7, 8, 10. Dans les festivals, on est aussi pareil, c'est des métiers de centimiers, non? Enfin... Ah oui, c'est là on donne des chiffres d'affaires de millions, mais on n'en voit pas la couleur. Enfin, surtout que sur autant de dates, tu réinvestis tout, on achète tout. Enfin, on a un peu. Faut que là, c'est pour ça que c'est aussi en croissance permanente. C'est là où les franchises sont pas intéressantes aussi, en revanche. Ouais. Là, le modèle, c'est que tu prends sur la billetterie? Non, on prend on flat fee et au moins on a un truc fixe et on sait. Ok. Ouais. Donc que ça fonctionne pas, non, c'est ça. C'est ça. Ok. Donc si quelqu'un qui nous écoute veut monter un Madame Loyal à Besançon ou à Sydney, welcome. On peut discuter, mais c'est vrai que là, justement, tu vois, quand je te disais que c'était une année test, on a testé plein de types de licensing. Je pense qu'on va revoir notre positionnement et on veut pas finalement partir là-dedans à fond. Okay. On s'est rendu compte qu'on aime bien produire. Moi, c'est toujours difficile quand
Enfin, tu sais, tu lâches ton bébé et au final, y a des petits détails, des petits trucs. Donc, soit tu acceptes ce fait-là et tu le laisses aller, mais sur un projet comme Loyal qui va vraiment dans le détail, c'est compliqué. Je pense que tu vois, sur du Sonora où c'est de l'install technique et c'est du copier-coller, pourquoi pas, sur Loyal, à voir. Bon, en tout cas, il faut avoir des acteurs très solides derrière qui peuvent aller à ce niveau, quoi. Qu'est-ce qui te fait rêver comme festival ? Dans le monde, je sais pas. Ouais. Moi, j'ai envie d'aller au Boom, au Portugal. Ok. Il y a vraiment, on m'a dit qu'il y a vraiment ce côté village, découverte, il se passe plein de choses immersifs. L'Africa Burn aussi, Afrique du Sud. Ouais. Ça me fait bien envie. C'est une sorte de Burning Man, mais en Afrique du Sud plus petit, encore à taille humaine. Il y a énormément de monde, mais voilà. Sinon, ouais, moi, Lost Village aussi. Jamais entendu parler. C'est un truc hyper immersif dans la forêt, très stylé. Tout le monde est déguisé, il se passe plein de choses. T'as des acteurs qui déambulent. Enfin, ouais, ça, c'est un vrai truc. Mais je suis plus petit festival. Là, je pars au Portugal, dans la forêt, à côté de Porto, faire 5 jours de festival techno-minimal, à côté d'un lac. Voilà, c'est une scène, il n'y a rien d'autre. C'est plus petit, quoi. Pas entre potes ? Ouais. À combien vous y allez ? On y va à 6. Trop bien. Ouais. 5-6 jours. Et tu reviens, t'es reposé ? Non. On est d'accord. Mais détendu. C'est ça la difficulté de te poser 5 jours de vacances pour aller te faire un truc à 6. Ok. Trop bien. Écoute, t'aurais un livre à me recommander, Sarah ? Un livre... Oui. Ouais. C'est mon petit livre pour garder les pieds sur terre et pour revenir au calme mental. Ça s'appelle L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Ok. Ah, je connais Frédéric Lenoir, mais je connais pas L'âme du monde. Ok. C'est un tout petit livre. C'est vraiment pas long. C'est une sorte d'essai, en fait, quelque part. Et je suis un enfant, mais c'est très, très sage. Et ça remet un peu les choses dans l'ordre. Et dans des périodes où, évidemment, de stress, de choses et tout, j'aime bien relire des passages et tout. C'est très, très beau. Très poétique et pas donneur de leçons, mais juste, voilà, ça permet de garder les pieds sur terre, de se rappeler quelles sont les vraies choses de la vie. Tu vois. Le business, c'est bien, le festival, c'est bien, c'est cool, mais il y a d'autres choses. 7 sages venus des 4 coins du monde se réunissent pour transmettre à 2 jeunes adolescents les clés de la sagesse universelle. Une fable initiatique étincelante qui touche le cœur autant que l'intelligence. Mettrait le lien dans le descriptif de l'épisode. En tout cas, c'est très bien noté, en effet. Ah, mais il est excellent, je le conseille. Ok. Écoute, merci. Si t'avais l'occasion de croiser la jeune Sarah, je sais pas moi, ce jour-là où tu te dis je veux bosser avec ces deux-là, ou en tout cas dans ta jeunesse, et que tu pouvais te glisser un message à toi-même, qu'est-ce que tu te dirais ? Je pense que vu comment c'est parti, je lui dirais rien. Je la laisserai faire. You go girl, vas-y. Je rajouterai rien. Non, sinon plus généralement, je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment un truc, parce que ça a pu être des erreurs que j'ai faites, que j'ai vu être faites, etc. C'est de ne pas confondre vitesse et précipitation. Je pense qu'il vaut mieux toujours se poser 5 minutes et prendre vraiment l'ampleur des décisions et pas se précipiter. Ça marche des fois, mais souvent ça marche pas. Donc, t'es parti super vite là quand même. Ouais. Enfin, je veux dire, comme tu le dis, 2019 tu lances ton premier truc, l'année d'après elle est blanche. Ouais. 2021 c'est un peu le bordel quand même parce que... 21 il y avait quand même des petites opportunités et du coup on s'est dit les gars, là la marque, si on fait pas un truc maintenant, elle est fichue. Donc juillet, tous les week-ends, 2 fois par week-end, on a fait l'événement au cirque non-stop. Et avec le masque, le stand de test à l'entrée, le bidule, le truc, et on en a annulé certaines parce que tu sais, ils ouvraient ça oui, ça non, ça oui. Mais c'est là qu'on a pu lancer la marque. Donc voilà, on est allé vite. T'avais besoin de soupape dans ces moments-là. Si t'avais des trucs cool à faire, t'y allais, quoi, en effet. Ouais, mais c'est l'exemple. Oui, on est allé très vite. Mais pas se précipiter. Je pense que ce serait le conseil. Si je comprends, c'est plutôt cette année où t'es allé trop vite, c'est ça, un peu ? Ça aurait été 2023, je pense. Okay. 2023, les marches, elles ont été trop hautes. On l'a passé, hein. On l'a fait, mais en termes de santé mentale, d'équipe et tout, c'était une année hyper dure. Là, ça a été une année où on a pris des décisions dans la précipitation, par manque d'expérience aussi, je pense, et par manque de points de comparaison, de repères.
on est des bébés du business. Hein. Enfin, en soi, quand tu regardes le parcours. Donc voilà, je pense qu'on a toujours eu une bonne étoile. On a aussi fait les bons choix. On parle beaucoup en équipe, donc ça c'est bien. Mais il y a eu de la précipitation. Par exemple, des dates où on s'est précipité pour dire on le fait parce qu'on avait décidé de partir en tournée. Et en fait, pas du tout. Il n'aurait juste pas fallu la faire, ou sinon pas choisir cet enchaînement et faire une date par week-end pendant un mois sur des volumes de gens qu'on n'a jamais fait. Enfin, tu vois, c'est des trucs, je pense, ou des achats, tu vois, simplement et factuellement. Mais je vais acheter tant de trucs pour 50 000 €, on va les utiliser tout le temps. C'est encore à l'atelier, on les a jamais utilisés. Enfin, tu vois, t'as plein d'échelles je pense que ce conseil, il s'applique sur plein d'échelles, plein de trucs différents. Le fait que tu sois une femme dans ce milieu, c'est un sujet, c'est un avantage, c'est un inconvénient, avec l'âge, je m'en fous maintenant. Mais c'est vrai qu'en commençant, il y a un peu ce truc de légitimité. Et enfin, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un stagiaire et qu'on le prenne pour mon directeur, tu vois. Bon, ça nous fait marrer et il a vite répondu « Ah, je serai vous, je parlerai à la dame. » J'éviterai. Ce que vous venez de faire, là, c'est une très mauvaise idée. Elle s'appelle Renard. Mais non, oui, c'est un sujet, mais c'est un sujet dans notre société, au global et au général. Particulièrement une femme racisée. Enfin, tu vois, il y a un petit combo, mais en fait... aujourd'hui, à l'heure actuelle, maintenant que tout va bien et que j'ai tout ce que j'ai, je suis ravie, c'est très bien et c'est une bonne chose. Mais je sais pas, peut-être que inconsciemment, j'emploie. Quand tu vois nos équipes, il y a beaucoup de femmes qui sont employées et qui sont très très fortes. Il y a on essaie de faire de la parité aussi sur pas mal d'endroits. C'est des discussions sur les line-up aussi, mais c'est très compliqué de faire des programmations. Paritaire et de répondre à des besoins économiques. C'est un sujet, encore une fois, on a beaucoup de marge de progression à faire. Ça, on en a conscience. Mais Cache le plus cher était une femme. Elle était belge, si vous ne voyez pas. Mais du coup, c'est un sujet, mais j'ai pas de confrontation directe. Tu vois. Non, mais c'est marrant parce que tu as l'air, non pas d'en faire abstraction, mais... Voilà quoi, juste t'avances quoi, non ? Si ça pose un problème à quelqu'un, c'est pas moi le problème. Tu vois. Donc à partir de là, moi je continue d'avancer, reste derrière, mais oui. Je vais plus m'en amuser. Si ça m'est arrivé d'être dans des situations où ça a pu être un petit sujet, et ça me fait doucement rire. Ça m'atteint plus, je pense. Très bien. On va attendre avec impatience sur tes réseaux sociaux les vidéos des lighteux et de tout ce qui se passe derrière. Moi, je pense que ça peut être très cool. Tu vois, la première réflexion que je me suis faite quand tu reparlais de ces soirées, ou de ces teufs que tu faisais, festival pendant la Covid en juillet de 21, c'est de me dire, est-ce que tu as documenté tout ça ? Parce que voir tous les gens avec les filles, avec les masques et tout, en fait, ça, c'est tellement un truc générationnel. Ça m'émeut presque, tu vois, d'en reparler. Oui, c'est vrai qu'on espère que ça n'arrivera plus jamais, oui, tu vois. Mais c'est quand même un... Ouais, que ça s'est passé. Si ça n'arrive plus, en fait, c'est juste ce visuel qu'on ne supportait plus. À la fin, on n'en pouvait plus de ces putains de masques. Mais en l'occurrence, on s'est quand même fait des trucs où, tu vois, en effet, à part quand t'étais assis à table, dès que tu te levais, tu devais avoir un masque. Et donc, en effet, tu pouvais te retrouver à danser avec des masques. C'était quand même... Ah, mais c'était fou. L'été 2020, du coup, j'ai été... 2019, plus de festival. Moi, j'ai rendu mon appart, plus d'argent. Je suis retournée chez mes parents, zéro, tu vois, banqueroute. Donc, 2019, il y avait un endroit pour sortir qui s'appelait Border City. 2020. 2020 et l'été 2020. Et pareil, j'étais directrice d'exploitation de ce lieu-là. Du mercredi au dimanche, déjà, c'était blindé tout le temps parce que tu sentais que les gens, Ah, mais il y avait un besoin de ouf. Ça sort, tu vois. Et ils dansaient tous avec les masques. Tu travaillais avec le masque, tu dansais avec le masque. C'était... Quand tu y repenses, c'est fou, quoi. C'est assez drôle parce que paradoxalement, je pense que c'est très lié à l'explosion des festivals. Ce que je veux dire, c'est que à un moment... Alors, ce qui est drôle, c'est l'état des boîtes de nuit qui fonctionnent moins bien en ce moment. Mais je trouve que moi, j'ai jamais eu autant besoin ou une sorte de... Tu vois, j'en ai déjà parlé ici, mais limite, à un moment, moi, je suis dans un tout autre registre, mais je suis abonné au Parc des Princes. Je vais voir le PSG assez souvent, un match sur 2, un match sur 3, voilà. Et j'étais à ce moment-là, à un moment où j'en avais un peu marre.
Tu vois, je me disais, en plus, l'équipe de la loose, voilà. Bon, et puis, en fait, au moment où ça a commencé à rouvrir, tu commences à y retourner, en fait, ces moments de communion, et les festivals y compris, en fait, c'est là où tu te dis, en fait, quand tu ne les as plus, tu te dis, mais c'est waouh! Ah ouais, mais c'est la logique c'est quand tu perds quelque chose que tu te rends compte que tu en as besoin. Et on l'a vu à la réouverture, post-Covid, il y a eu une explosion. Après, il y a eu une explosion d'offres aussi. Donc, il y a eu énormément de choses. Donc, année 1, post-ouverture, bisounours, trop bien. Année 2, t'as certains trucs qui se cassent la figure et d'autres qui se pérennisent. Mais effectivement, t'as ce truc, ce retour à la communion en mode waouh, on a vu ce que c'était d'être bloqué, de plus être entre humains. Redonnez-nous l'expérience. Et oui, plus festival que club. C'est vrai que les clubs, ils en ont pâti parce que du coup, certaines choses en plein air étaient autorisées, plus les clubs. Donc en fait, t'as aussi la clientèle club qui allait découvrir ce Autre côté chose, plein air, autre chose. Et en fait, voilà, c'est trop bien. Pourquoi certains réussissent pas? C'est quoi les raisons du fail, tu crois, Géna? Tu sais pas? Non, c'est la question à l'inverse, pourquoi certains réussissent? Parce que c'est une économie qui est quand même très très précaire, très difficile. Tu as plein de schémas différents, il n'y a pas de recette magique parce qu'entre le mécénat, les subventions, l'autofinancement, les financements par un tierce, les fonds d'investissement, enfin en fait il y a 1000 façons de financer un événement, un festival. Je pense que j'ai pas de, ça peut être 1000 raisons, tu vois, ça peut être une convergence de il y a pas vendu assez de place et en même temps l'artiste il était trop cher et en même temps le bar finalement il a pas trop marché parce qu'il y a eu trop de pertes. Enfin tu vois, il y a des trucs, j'ai déjà eu quand j'opérais pour des bars pour tu fais des erreurs et en fait tu fais pas gaffe et tu mets pas de dose et du coup 1 centilitre de plus par verre sur 3 jours. C'est énorme, tu vois. Il y a plein de détails comme ça et mis bout à bout sur ton budget, ça peut t'enlever des centaines de milliers d'euros, quoi. C'est vraiment le souci du détail, comme dans beaucoup de business. Exactement, ouais. Ce qui peut paraître dans des milieux un peu à l'arrache de temps en temps, enfin, c'est la perception que tu vas avoir, des milieux de la teuf ou quoi, ou si t'es pas un peu super discipliné, c'est compliqué. Ah mais complètement. Ouais, mes bars, ils sont militaires. Genre, ils sont trop forts, du coup on a des super respo bars, nos barman ils nous suivent partout en France, on les loge pas, ils viennent, ils se logent les uns chez les autres, enfin c'est incroyable, mais par contre il y a des règles de service, c'est presque du Fordisme, enfin tu vois, c'est bête. C'est quoi les règles? C'est toutes les, t'as ce que j'appelle des consoles par mètre linéaire de bar et en fait c'est un schéma qui est reproduit partout. Du coup tes stocks tu les calcules, tout est rangé dans le même ordre, chacun a un rôle prédéfini, mais tu ouvres la canette de la main gauche, tu la donnes de la main droite, enfin chaque seconde économise. Ouais, ça va loin quoi. Ok. Pour gagner du temps, de l'efficacité, pas de perte. Qu'est-ce qui rapporte le plus au bar? En termes de vente? En termes ça de dépend marge. si t'es en licence 3 ou licence 4. Oui, la bière, c'est très bien. Le hard aussi, c'est très bien. Ok. Et ils peuvent offrir des choses? Alors, non. Non. Après, eux, s'ils veulent boire un soft, un truc, ils demandent au respo bar et le respo bar, il consigne et il note. Ok. Le responsable bar, il a le droit de leur offrir un verre s'il veut à un moment, tu vois, pour les motiver, les remercier et tout, mais y a pas, c'est du vol. Si tu offres un verre, c'est... Ok. Et une bière, ils peuvent boire ou pas? Non. Officiellement, non. Ok. Mais oui, si t'as une pause, je ne suis pas là avec eux pour Sarah Renard, on peut te suivre sur LinkedIn un peu, sur Insta. Évidemment, on peut suivre Madame Loyal Festival sur Insta et puis toutes les infos sur le site internet madameloyalfestival.com. Et puis voilà, on va tous se retrouver au prochain Sonora. Hein? Ouais, on vient au prochain Madame Loyal en tout cas. Je vous invite avec grand plaisir. Voilà, au prochain Sonora. Bon, je vais essayer quand même, mais t'as des... tu peux faire des... Si on vient de ma part, je sais pas moi, un petit discount sur un prochain ticket, t'as pas des codes promo? C'est bien essayé. Mais non, c'est comme les bières, il n'y a pas d'offert. Un petit do it, un petit 10%, 15%. Bon, on va en rediscuter, puis on verra ça dans la bio du podcast. Dans la bio du podcast, on regardera si vous venez de ma part. Voilà, s'il faut essayer un nouveau concept, essayer tout ça, et puis on se retrouvera là-bas. Voilà, au milieu du lightning à 3h du matin. Voilà. Allez, on se donne rendez-vous dans la régie. Il faut me faire tenir à 3h du matin parce que généralement, je pars avant. Moi, je suis pas un osé. Une petite Red Bull. Ouais, c'est ça. Quelques-uns. Merci Sarah, c'était trop cool. Merci et bravo pour tout ça et bravo pour
pour cette présence, cette, je sais pas, on sent que t'es un bulldozer, là, faut que tu sais te faire respecter, et que tu vas de l'avant, et moi, ça m'impressionne, et j'adore la vibe que tu dégages. Merci beaucoup. Salut à tous. C'est trop cool. Trop cool. N'oubliez pas de vous abonner à Génération Do It Yourself sur YouTube, par exemple, sur Insta, surtout sur Spotify, Apple Podcast, un peu partout. Merci à tous pour vos messages qu'on reçoit. On essaie de répondre au max, mais c'est pas toujours évident. On est aussi une petite équipe, voilà, mais on vous retrouvera dans la vraie vie très bientôt. Je vous embrasse, bisous, salut. J'ai négocié pour vous un deal avec mon partenaire Red Bull. Si vous êtes dans le business du CHR, gérant de bar, club, hôtel, restaurant, renseignez vos informations sur le lien en descriptif de cette vidéo. Et les 100 premiers inscrits pourront recevoir un pack de Red Bull en échantillon pour leur business. Et si toutes ces histoires vous intéressent, n'hésitez pas à vous rapprocher de mes amis de chez Red Bull. Vous aurez toujours un accueil hyper chaleureux si vous venez de ma part.